Et ouais, là, elle m'avait dit, en fait, je vais pas partir. Est-ce qu'il y a un marché pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le graphisme demain? La motivation au début, et après, tu prends l'habitude. Est-ce que quelqu'un qui se met vraiment au travail dans ce qu'il veut faire et accomplir dans la vie, il pourra le faire dans tous les cas? Pour moi aussi, c'est un moyen de s'affranchir de créer du contenu. On pense trop que le freelance, ça va être un mec libre qui travaille pour lui-même, mais c'est pas vrai. Salut à tous, bienvenue pour le 3e épisode du podcast des Digital Nomades. Et le concept, c'est de pouvoir interviewer les Français qui ont une vie plutôt particulière pour la plupart d'entre nous, puisqu'ils voyagent, ils travaillent et ils font les 1001 aventures, et particulièrement en ce moment en Asie. Donc là, j'ai la chance de me retrouver avec... Franchement, mec, je suis excité pour faire ce podcast aujourd'hui. Ah, moi aussi, je suis content. C'est gentil. Pour ce que tu fais dans la vie, enfin, ton Instagram, etc. Quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai kiffé, j'ai accroché. Et c'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas d'honneur, t'inquiète. C'est normal. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Paul, j'ai 27 ans. Je suis chef de projet au Vietnam, à Da Nang, là où je vis actuellement. Donc dans une entreprise de développement de sites web et d'applications mobiles. Et du coup, j'ai également créé il y a maintenant un an tout pile. Je crois qu'on est le 31, j'ai commencé le 31 à poster. Donc tu vois, c'est parfait. Du coup, donc, je crée des vidéos sur Instagram où je poste mes illustrations, les tutos, un peu tout mon setup. Et donc à l'origine, c'est juste une page Instagram. Et j'ai développé un site web où je vends mes illustrations et maintenant également des outils digitaux pour Procreate. Mec, c'est incroyable. En un an, comment t'as fait pour avoir autant d'abonnés sur ta page Instagram? Je pense qu'il y a plein de monde qui serait... J'ai payé. Non, je rigole. En un an, il y a plein de monde qui voudrait build une page Instagram. Je crois que t'as un peu plus de 20 000 abonnés sur ta page Instagram. Ouais. En un an, moi je suis surpris. Je croyais que ça faisait 3 ans que tu avais commencé, 3-4 ans que tu avais commencé ton side project. Non, j'ai commencé il y a un an tout pile. J'avais prévu dès le départ, dès que je savais que je voulais me lancer sur les réseaux, j'avais prévu un petit peu quelques vidéos en avance. Bien. Surtout qu'au début, je voulais uniquement me centrer sur la création d'illustrations. Et le but, c'était de montrer mon process, de passer de la partie croquis à la partie plus réalisation finale avec les couleurs, etc. Ouais. Et après, de mettre des posts juste de l'illustration finale avec des mock-ups je sais pas, sur un billboard, sur un panneau publicitaire, sur des posters, etc. Okay. Et après, au fur et à mesure, j'ai un peu switché sur la partie lifestyle et aussi tuto, qui est le levier qui fonctionne le plus. Bien sûr. Ouais. Et c'est là où il y a vraiment eu un boom, entre guillemets, même si c'est pas encore les 100 000. Mais ouais, en tout cas, les tutos, toute cette partie-là, les gens ont envie d'apprendre en tout cas pour faire plus ou moins la même chose. Ah, t'apportes énormément de valeur de ce que j'ai vu. Et je peux déjà vous dire, si vous êtes illustrateur ou si vous voulez être graphiste ou même si vous voulez faire votre site web ou si vous voulez créer du contenu, allez, je mettrai son Instagram, bien sûr, vous pouvez aller voir ce qu'il fait, c'est incroyable et je pense qu'il apporte énormément de valeur. Il n'y a aucune vidéo qui est bullshit en tout cas de ce que j'ai vu et ça c'est cool. J'essaye. Donc mec, tu es chef de projet au Vietnam. Comment est-ce que tu peux nous raconter comment c'est possible d'avoir un boulot comme ça au Vietnam? Ouais, bah écoute, moi j'ai fait une école de commerce plutôt classique, post-bac. Sur Paris? À Paris, ouais. Okay. Donc moi je viens à l'origine de région parisienne et après j'ai monté un peu en Picardie, maintenant les Hauts-de-France. Oh, t'es venu à la maison, ok. Ah oui, toi aussi? Ouais, Compiègne, tu connais? À Compiègne, mais je crois qu'on avait parlé, mais j'étais pas sûr. Ok, bah du coup Chantilly, si tu connais. Ouais, bien sûr. Mais en soi, c'est pas très loin de Paris et justement, moi j'ai toujours été plus proche de Paris parce que c'est à 25 minutes en train que de la région nord, que je connais pas du tout. Compiègne, je suis jamais allé, je suis allé à Amiens 1 ou 2 fois et Lille pareil. Mais du coup, voilà, j'étais toujours plus quand même focus sur Paris. Le week-end, etc. En train, c'est quand même très accessible ou même en voiture. Bien sûr, ouais. Et du coup, donc après mon bac, je suis allé à Paris, j'ai fait mon école et donc j'étais pas du tout centré sur la partie artiste ou création. Mais en tout cas, en 3e année, on devait partir 1 an à l'étranger. C'était le seul truc vraiment très cool de ces 5 ans. Et du coup, donc, je suis parti 5 mois en Argentine à l'université et j'avais trouvé un stage un peu lambda sur des sites, je sais même pas, des trucs trop bizarres qu'il y avait à l'époque pour des offres de stage à l'étranger. Et du coup, j'avais trouvé au Vietnam, à Da Nang. J'étais jamais allé en Asie et Da Nang, du coup, je connaissais encore moins. T'es parti d'Argentine pour... Non, je suis repassé en France juste durant les fêtes. Je suis parti en juillet 2017 en Argentine.
Et ensuite, je suis revenu en décembre 2017 et début 2018 je suis parti au Vietnam. Ok, trop stylé. Et ici pareil, du coup tu bossais sur des sites web Même pas, j'étais plus business développeur dans une partie sales pour de la vente de chemises sur mesure au Vietnam. Oh, Donc on avait créé un Kickstarter, etc. En soi ça avait plutôt bien fonctionné, mais bon à son échelle. Ouais. Mais en tout cas voilà, j'ai plus profité que travaillé, donc c'était quand même plutôt cool. Et du coup en tout cas voilà, j'ai pu découvrir le Vietnam. J'ai adoré et c'est surtout qu'en fait je me suis mis sur des groupes Facebook de Français qui étaient au Vietnam, un groupe Facebook qui n'existe même plus je crois aujourd'hui ou qui est vraiment plus utilisé à cause du Covid, etc. La majorité des gens qui étaient là avant en tout cas sont partis contre toute attente, il y a 2 ans, donc juste, on avait passé tout le Covid, etc. Avec ma copine, on voulait vraiment bouger. On était basé à Issy-les-Moulineaux, donc après nos études. On voulait soit partir en Australie, soit aller au Canada. Ouais. Mais l'Australie, les frontières étaient encore fermées. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elles ont réouvert, mais quand nous on voulait partir, c'était pas encore possible. Ils avaient déjà parlé de fait de promouvoir davantage le PVT et de l'offrir, enfin de le rembourser. Exact. Mais c'était un peu trop lointain pour nous et là je pense qu'on était à un stade où voilà, on voulait vraiment bouger. On avait aussi un visa qui était acté pour le Canada, un PVT. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, j'étais encore dans mon ancien boulot et le jour même, j'ai reçu ma lettre d'invitation pour le Canada parce que c'est un tirage au sort. Oui, exact. Parce qu'il y a énormément de Français qui veulent aller au Canada et surtout dans la région de Québec-Montréal parce qu'ils parlent français. Mais nous, on voulait quand même plus aller à Vancouver. On s'est dit, bon, on y va, on va parler anglais, etc. Et du coup, le même jour, j'ai eu aussi... j'ai un peu passé les étapes. Mais du coup, en tout cas, j'étais sur Facebook, sur des groupes, donc l'ancien groupe et mon boss actuel du coup chercher une personne pour l'assister dans toutes les démarches parce que du coup on a une entreprise française mais basée au Vietnam, donc tous les développeurs sont vietnamiens, les autres chefs de projet sont aussi vietnamiens, donc ça communique que avec nos clients qui sont français. Mais du coup c'est compliqué parce que les Français on parle pas très bien anglais. Ouais. Du coup c'est mieux d'avoir quelqu'un de français en interne dans la boîte pour communiquer avec les clients. Et puis les devs, même s'ils peuvent parler anglais, voilà, c'est quand même plus limité. Et voilà, on reste au Vietnam, c'est en train de se développer, mais on n'est pas encore au top niveau. Donc là, vraiment ton rôle de faire l'intermédiaire entre la France et l'équipe du Vietnam. Ouais, exactement. Du coup, moi, c'était un milieu que je connaissais pas du tout, le milieu de la tech, mais c'était pas trop l'important pour mon boss. C'était plus déjà d'avoir quand même de l'expérience pro sur toute la partie commerce, relations clients, ce que j'avais déjà. Et aussi, l'avantage, c'était de connaître le Vietnam parce que tu peux aimer ou pas du tout aimer le fait d'être dans une ville qui est quand même assez dynamique, pour le coup Da Nang. Même s'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Tu es quand même très loin de tout ce que tu connais. Donc il n'avait pas envie de recruter quelqu'un qui se dise voilà, au bout de 2 mois, en fait j'aime pas donc je me casse. Et il faut refaire tout le process en sachant que moi j'étais déjà enclin à vouloir voyager, donc je pense que pour lui aussi c'était parfait que je vienne. Donc, il y avait tous les éléments qui font que tu t'es... Il y avait tous les éléments. Ma copine aussi a pu trouver un job en freelance et voilà, ça s'est fait naturellement et aujourd'hui ça fait 2 ans. Donc je pensais pas qu'on allait en arriver à là aussi facilement, mais on y est. Donc voilà, j'adore ton histoire, c'est cool. Et du coup le Canada t'iras jamais parce que le PVT il est cancel quoi du coup. Ouais, parce qu'on a fait toutes les démarches, on a payé pour, mais voilà du coup on a fait notre deuil dessus. Mais en même temps en fait ce qu'on s'est dit c'était parce que du coup, pour revenir à mon histoire de tout à l'heure, le jour même, j'ai eu les 2 réponses pour le Canada et pour mon boss qui me disait qu'il me prenait dans la boîte au Vietnam. Du coup, il fallait que je prenne une décision quand même assez rapidement, en sachant que pour le Canada, tu avais 1 semaine, je crois, pour payer et après, il fallait donner biométriques, etc. Donc, ça s'enchaîne à partir du moment où tu reçois la lettre d'invitation. Et du coup, là, il fallait prendre une décision et on s'est dit, si on va au Canada, en fait, on va... avoir un peu le même quotidien qu'on avait à Paris, surtout qu'on voulait aller à Vancouver, qui est une ville qui coûte très cher, donc on s'est dit même si voilà, au Vietnam on ne sait pas trop ce qui peut se passer, on sait que si jamais il y a le moindre problème, la vie coûte pas cher, on a quand même un peu d'argent de côté, mais voilà, on pourra toujours s'en sortir, prendre le temps en tout cas de se poser et de trouver quelque chose qui nous conviendrait. Alors qu'au Canada, il aurait fallu avancer, trouver un taf
Je ne sais pas si ça aurait été possible dans un job de bureau en plus, facilement que ça, parce qu'en plus on voulait partir sur la côte ouest, donc c'est anglophone. Qui sait si... Voilà, mais peut-être que... Je pense honnêtement que tout est possible, et surtout quand c'est des personnes comme vous qui sont ouvertes d'esprit. Mais c'est vrai ce que tu dis, que pour avoir été là 1 an en Australie, la vie elle ressemble vraiment à notre vie en Europe, quoi, first world country. Alors que ici tu as vraiment une expérience différente. Au Vietnam, c'est quand même, comme tu l'as dit, loin de... C'est totalement différent et bon, du coup je suis jamais allé au Canada encore, mais voilà, je sais via des connaissances et des gens qui sont aussi partis au Canada que c'est plus un autre rythme de vie qui ressemble plus à celui des Américains. Peut-être que les gens sont plus heureux ou pas qu'à Paris, ça je sais pas, mais en tout cas voilà, ça restait quand même assez similaire. Là le Vietnam c'était un plus gros changement et aussi pour ma copine parce que là on passait quand même c'est un nouveau continent aussi et voilà, qui n'a pas du tout les mêmes infrastructures. Off podcast, elle nous a expliqué sa copine du coup qu'avant de venir elle avait limite une crise d'angoisse, elle se demandait si elle allait prendre l'avion et au final elle veut rester ici. Tous les deux on était très motivés pour partir, pour voyager, pour voir un peu du pays, mais ouais la veille avant de partir là c'était un peu c'était réel et ouais là elle m'avait dit en fait je vais pas partir. Ouais, ok, je vois. Et du coup voilà, je l'ai raisonné et on a pesé le pour et le contre. Et voilà, après, je pense que dans tous les cas, peu importe où tu vas, t'es pas bloqué. Voilà, ça coûte un petit budget si tu veux retourner en France, mais tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Puis voilà, on a quand même de la chance d'avoir de la famille qui peut nous aider. Merci, ou même des amis. La chance d'être français. Mais dans le pire des cas, tu rentres chez toi et... Oui, c'est vrai que bon voilà, c'était pas le but, mais dans le pire des cas, on serait pas resté là à faire la manche au Vietnam parce qu'on n'avait pas d'argent. Bun Bo, please. Ce qui se fait pas du tout au Vietnam. Clairement, clairement. Voilà. C'est ce qui se fait pas du tout au Vietnam et les gens sont fiers ici au Vietnam. Ouais. Là, ce matin, je ouvre ma fenêtre depuis ma chambre d'hôtel et je vois la moitié des nanas qui construisent le building en face de chez moi. Ouais. La moitié des ouvriers, c'est des meufs, c'est des nanas. Et les femmes travaillent là en tant que ce qu'on appelle un laboureur en Australie, je sais même pas un ouvrier en France. Hein. Le mec le stagiaire quoi, elle porte les seaux et tout, et les nanas elles sont là, elles y vont quoi. Ouais. Elles buildent et tout, ça c'est incroyable. Est-ce que tu parles vietnamien? Non, j'ai essayé un petit peu. Ouais. Honnêtement, j'ai jamais pris des cours, donc ça me porte sûrement préjudice. C'est dommage ça, je trouve. C'est dommage, mais en fait, j'ai pas eu l'expérience par moi-même d'essayer de prendre les cours, mais en fait, j'ai rencontré tellement de gens ici qui ont pris des cours et qui en fait ont vite abandonné parce que c'est très difficile. Tu as 6 accents au Vietnam et exactement, et un mot veut tout et rien dire. Tu peux dire bonjour ou je crois que c'est quand tu dis merci Kamen, je crois que si tu le dis mal c'est aussi une insulte, tu vois. Donc voilà, c'est de ma faute, ça c'est sûr, mais voilà, dans tous les cas c'est comme toutes les langues, il faut le pratiquer. Le vietnamien c'est très très compliqué et ce qu'il y a aussi c'est que il y a 3 accents différents entre le Vietnam du centre où on est à Da Nang. Il y a le nord, il y a le sud. L'accent qui est le plus connu c'est celui du nord et parfois tu vois, nous on a des potes qui parlent très bien vietnamien, enfin, j'en connais un qui parle bien vietnamien et parfois dans certaines ethnies ou dans certaines localisations ils comprennent pas forcément, ou alors peut-être qu'ils font aussi, je pense qu'ils n'ont pas aussi l'habitude les Vietnamiens de voir des étrangers parler le viet. C'est ils mettent 30 secondes à erreur 404. Et il y a aussi ce truc des accents qui fait que tu progresses vraiment très peu parce que tu pourrais préparer ta phrase comme en anglais Hello, my name is Paul et en fait toi tu vas la préparer, ils vont dire ils vont pas qu'on parle quelle langue lui. Mais il y a une confusion déjà entre ça parce que tu dis l'accent le plus connu c'est celui du nord, mais je demandais l'autre fois on m'a dit c'est celui du sud parce que peut-être je me suis trompé, mais et il y en a d'autres qui me disent il y a des Vietnamiens qui m'ont dit l'accent du milieu, enfin ici tu vois il est tu peux le parler partout. Et tu vois, il y a vraiment je crois que c'est nord ou sud, mais milieu, ici je suis pas sûr. Mais bon après sûrement qu'ils arrivent à se faire comprendre eux. Nous on se fait bien comprendre à Marseille, tu vois, mais je sais pas. Ça je sais pas en fait. Je suis pas sûr. mais en tout cas j'ai pas pris le temps. Et puis après c'est surtout que j'ai aussi du coup j'ai eu mon projet qui a commencé à émerger dans ma tête. Ouais mec, d'ailleurs c'est de ça que j'ai envie de parler. Principalement ton projet du coup en tant que en gros tu fais des tutoriels, t'expliquer, mais pour reclarifier les choses, tu fais des tutoriels pour les gens qui veulent devenir ou qui sont graphistes.
Ouais, c'est encore plus même illustration. Illustrateur, ouais. illustration, ouais. Parce que je fais pas du tout du Photoshop ou même de Illustrator, je l'utilise même pas sur l'ordi. Ouais. Je l'utilise pour, voilà, tu peux l'utiliser pour vectoriser certaines de mes illustrations, mais sinon moi c'est uniquement de la création, donc plutôt dessin. Je le fais sur un iPad Pro avec l'outil qui s'appelle Procreate, et du coup mes illustrations sont faites sur Procreate. Les tutos que je donne sont majoritairement axé sur Procreate, même si ça englobe voilà, les gens qui font du dessin, ça peut être aussi des designers graphiques, parce que parfois je vais faire des petites vidéos sur des polices que j'utilise qui sont cool et gratuites. Là, ça peut englober pas mal de personnes, mais en tout cas sur l'aspect purement technique, ça va plus être Procreate, et surtout, moi je donne pas de cours de dessin, c'est plus comment utiliser les outils et comment le mettre à profit. Voilà. Tu fais principalement du 2D, parce que là on voit pas son studio, mais c'est incroyable, mec. Je kiffe vraiment cette pièce. Ouais, elles sont pas toutes de moi. Hein. Elles sont pas toutes de toi, mais toi tu fais principalement du 2D ou tu fais de l'illustration 3D, tu fais tout? Non, je fais principalement du 2D, c'est plus dans ceux-là, en fait tous ceux qui sont sur toile vraiment c'est moi qui les ai imprimés. Mais non, c'est plus un aspect vintage que je fais. J'aime bien rajouter du grain dessus pour donner. Et encore celle-ci c'était une de mes premières, tu vois, donc on a eu des nouvelles depuis que j'ai pas forcément fait imprimer, mais ouais, c'est plus le côté vintage que j'aime bien, des couleurs assez sobres, enfin colorées mais qui restent plus dans les tons pastel, donc le côté plutôt vintage à chaque fois que j'essaye de mettre en avant, mais ouais, c'est pas du tout c'est pas trop futuriste quoi. Bien sûr il y aura des illustrations affichées à l'écran parce que là dans le studio ils voient pas avec les angles de la caméra. Je pense que je ferai un petit tour du studio avec la caméra après. Ouais, bien sûr. Même peut-être pour redescendre, non je vais pas filmer ta vie privée, mais la maison elle est incroyable aussi. La maison qu'on peut avoir au Vietnam les amis pour 500-600 € par mois, c'est oh là là, vous imaginez même pas. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut se lancer, imaginons moi demain j'achète ma tablette, mec c'est un projet, hein. Demain j'achète ma tablette, je me mets sur Procreate, parce que aujourd'hui moi j'utilise beaucoup After Effects là pour le motion graphics. Ouais, bien sûr. Et pas là maintenant parce que le voyage etc, j'ai déjà beaucoup de stuff, mais acheter une tablette et me mettre à Procreate, déjà est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui dessine pas demain, il veut se lancer, faire de la création, faire du graphisme ou d'illustration, est-ce que si tu sais pas dessiner, tu peux, je sais pas, en 3 mois ou 6 mois acquérir le skills nécessaire pour faire des trucs sympas comme après trouver son propre style, mais par exemple en termes de technique, faire des choses similaires aux tiennes, c'est possible ça? Ouais. En fait, moi-même, quand j'ai commencé, quand j'ai acheté mon iPad, à l'origine, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de dessin quand j'étais petit, mais juste dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir créer des choses par moi-même. J'avais pas forcément l'idée de créer ce que j'ai fait dernièrement, mais l'idée c'était de pouvoir, je sais pas, me développer dans des différents skills. Après, j'ai toujours eu ce côté créatif. Avant, je faisais beaucoup de photographie argentique. J'ai toujours aimé les choses créatives, la peinture. Ici, on a pris des cours de poterie. Trop bien. Donc, mais oui, en soi, tu peux le faire. Procreate, c'est assez intuitif. Je les compare un peu à Apple dans leur manière de faire les choses. Bon, après, il y a la team Apple ou Android, mais dans le sens où c'est assez simple d'utilisation. Il y a des tips qui sont juste à apprendre, mais dans le sens où quelqu'un qui ne sait pas dessiner, au début, s'il veut faire un cercle tout con, il va un petit peu bouger parce qu'il n'a pas, tu vois, les vrais dessinateurs sur papier, ils font plein de petits traits pour faire un cercle qui est parfait, et après ils repassent dessus. Et là, l'avantage, c'est que déjà, tu peux vite effacer ce que tu as fait, tu peux corriger un petit peu quelque chose que tu aurais fait et que tu voudrais vite modifier. Si tu veux faire un cercle, c'est tout con, mais tu peux faire ton cercle, tu maintiens, et avec 2 doigts, ça va faire un cercle parfait. Ok. Tu peux pas faire des dingueries non plus et faire un appareil photo parfait en dessin, mais déjà tu peux faire des illustrations plus graphiques en utilisant du flou, etc. Déjà pour faire des choses, des formes assez simples, tu peux le faire très facilement et créer des choses que justement plus des graphiques, je trouve, pourraient faire. Donc ouais, c'est totalement accessible à tout le monde et après c'est de l'entraînement bien évidemment. Là tu as dit juste pour c'est que sur Android ça, Procreate? Non, c'est que sur Apple. Ok, oui, c'est pour ça que tout le monde a des tablettes Apple. Est-ce qu'ils ont l'équivalent sur Android ou pas du tout? Ils n'ont pas de Procreate sur Android encore. Peut-être que ça va venir. Après, il y a d'autres substituts qui existent. Et sinon, après, il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent Adobe Illustrator pour le faire.
Et donc il y a deux écoles, il y a ceux qui le font à la souris et il y en a aussi qui ont une tablette graphique et qui vont faire du dessin de leur côté, mais c'est un aspect qui est un peu différent, c'est vectoriel, du coup tu peux vraiment étirer les branches, etc. Ouais. Tu peux un peu plus moduler ton dessin. Et tu peux passer derrière sur After Effects pour faire du motion design. Ouais, tu peux faire, en fait c'est vrai que tu peux faire plus de choses sur un côté plus création professionnelle, dans le sens où par exemple tu pourrais l'utiliser plus pour un site web, etc. Ouais. Tu peux le faire aussi sur Procreate, mais je pense que Procreate c'est plus l'aspect, tu as ton iPad, tu peux vraiment faire comme si c'était du dessin pur, et bien évidemment ça reste du digital, donc tu as des petits tips comme je t'expliquais, tu peux faire en sorte de stabiliser davantage toute ta création. Tu peux aussi quand même bouger si besoin certains. C'est pas comme sur Illustrator, mais on est plus voilà, sur un aspect vraiment dessin créatif. Et en plus Procreate ils sont smart parce qu'ils ont lancé une application que j'utilise pas encore, mais qui s'appelle Procreate Dreams, et tu peux faire des illustrations animées. Ah. Voilà, donc moi j'en ai déjà fait un peu des petites animations, mais là disons qu'en fait ils ont mélangé une IA avec Procreate. Ça anime pour toi les fonds? Ça anime, en fait disons que tu vois, quand tu veux faire une animation, on va dire que tu vas avoir 10 séquences comme sur un appareil photo qui va filmer, tu as un certain nombre d'images par minute, et si tu devais le faire à la main comme les premiers films, tu devrais faire plein de petites séquences différentes pour que ce soit vraiment fluide. Et là en fait on va dire que tu peux diviser par 5 le temps, enfin à la place d'en avoir 10 tu pourras en avoir que 3 tu vois par exemple, et ça va faire l'entre les deux de manière un peu plus fluide. Du coup c'est assez intéressant. Mais j'ai pas encore testé ça. Et bien sûr, tu peux pas résumer toutes tes connaissances sur l'application et le logiciel, mais si tu veux dessiner et faire des illustrations, utiliser la tablette pour faire Procreate, il faut absolument que tu ailles voir sa page Instagram, la page Instagram de Paul. Venez. Parce que c'est incroyable, tous les tips, comme tu dis, mettre deux doigts pour faire un cercle, et il doit y avoir tellement de tips comme ça que tu fais gagner énormément de temps. Et c'est pour ça que ton compte Instagram il a grossi aussi vite, parce que tu provides de la valeur aux gens et eux ils gagnent du temps. Est-ce que tu penses que demain, moi je me lance dans le graphisme, etc. Tu vois, moi j'ai des petits skills par exemple Photoshop, Illustrator, un petit peu différents de toi, After Effects, etc. Est-ce qu'il y a un marché pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le graphisme demain? Parce que tu sais, on parle beaucoup il y a l'IA et tout, les graphismes. Là, je l'ai tellement entendu, ça mec, même toi tu souris. Le graphisme demain, ça n'existe plus. Il n'y aura plus de graphistes parce qu'il y a l'IA, on va totalement être remplacé, et les premiers, ce sera les graphistes ou les photographes. Parce qu'aujourd'hui, on tape un texte et on génère une photo et terminé, on n'a plus besoin de graphistes. Est-ce que quelqu'un qui demain veut se lancer en tant que freelance ou trouver un taf dans une entreprise, est-ce que c'est possible demain, ou alors est-ce que ça va être compliqué? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore l'opportunité de le faire. Peut-être que dans 20 ans, les IA seront vraiment dingues, et ça commence déjà à faire peur, tu vois, c'est fou ce que tu peux faire. Mais aujourd'hui, je pense que tu as quand même besoin d'avoir la patte humaine déjà sur un côté pro pour vérifier ce qu'elle a fait. Si tu as déjà utilisé des sites de création d'images, tu vois que si tu demandes quelque chose de précis, tu as une main qui va être atrophiée, qui va être trop bizarre. Donc ça va sûrement venir un jour. Après, je pense que l'humain devra toujours être là pour quand même faire une double vérification et quand même avoir les skills nécessaires pour ajuster la création, pour faire en sorte que ça corresponde vraiment au brief du client ou à ce que toi tu t'imaginais aussi. Après, là, on est vraiment sur le côté professionnel, et en soi, les designers graphiques, moi, je connais moins, tu vois, la partie Photoshop, etc. Après, sur la partie artistique, bien évidemment, aujourd'hui, avec des IA, tu peux faire des illustrations qui sûrement se rapprocherait de ce que je fais, et même mieux, mais après c'est dans un style différent, et je pense qu'en tout cas moi quand j'ai commencé je voulais le faire déjà par plaisir, pas en me disant je vais forcément le faire sur un côté professionnel. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont aussi importants, et qu'au début quand j'ai commencé à faire de l'illustration, j'ai voulu faire les step by step de comment je faisais et pas du tout les tips, et parce que tu as aussi ce truc où tu te dis ça se trouve c'est fait par une IA, tu vois, et c'est vrai que parfois même moi je vois des illustrateurs que j'adore, je me dis c'est tellement bien fait que peut-être qu'une IA pourrait le faire, ou à terme pourrait faire quelque chose de similaire. Mais c'est tellement beau de se dire que c'est une personne qui l'a réellement faite, qui a mis. Et puis parfois tu as aussi un brief d'un client même pour faire des illustrations, donc ça doit vraiment ressembler
parfaitement, et puis tu as aussi le style et la patte de chaque personne. Et en tout cas, d'avoir les réseaux sociaux, ça permet aussi de montrer l'arrière et tous les steps de la création, et les gens aiment bien voir ça aussi. Et les gens ont aussi envie d'essayer de le faire par eux-mêmes. C'est toujours satisfaisant de faire quelque chose par soi-même avec ses mains. Après, oui, peut-être qu'une grosse boîte à terme, elle se dira, bah non, on va garder 2 designers graphiques à la place de 100, je sais pas. Et on va garder les mêmes templates qu'avant, et voilà, je sais pas. Mais il y aura toujours besoin de... De toute façon, même si ça devient facile avec l'IA, imaginons demain on génère des images parfaites avec l'IA. Il y aura toujours besoin d'un mec pour prompter ou pour générer, parce que les gars n'auront pas le temps, eux, de faire ça. Alors il y aura un robot pour prompter. Non mais oui, c'est sûr qu'il y a déjà l'humain qui doit mettre en action. Après, c'est sûr que voilà, ce sera peut-être plus limité. De toute façon, imaginons même il y a un robot qui est dans le coin de la pièce dans 10 ans et qui est sur l'ordi. Imaginons, ou alors le robot c'est un ordi, et lui il te génère, même si tu dois lui... Il y a un moment, il faut un mec pour lui dire le style que tu veux, l'image que tu veux, et les gars n'ont juste pas le temps parce qu'eux ils vont faire de la vente ou ils vont faire. C'est ça, ça dépend de la boîte. Pour moi, dans 5 à 10 ans, on sera juste plus optimisé. Comme tu l'as dit, une boîte où il y a 100 personnes, on sera 10, tu vois. Et chacun aura un rôle, mais plus créatif. C'est ça. Et il y aura toujours besoin d'un mec, dans ma vision des choses, pour donner la direction au robot. Il faudra quand même approuver et voilà, je pense qu'il faudra vivre avec son temps. Tu vois, aujourd'hui, je dessine sur une tablette. Sûrement que les gens avant se disaient ok, et il y a beaucoup je pense de personnes qui font plus du dessin vraiment en manuscrit sur papier, qui doivent se dire non, sur digital c'est pas de l'art. Et je peux comprendre leur point de vue, ils se disent non, c'est pas les méthodes traditionnelles de peinture, etc. Mais on vit aussi dans son temps, et ce qui est intéressant aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, etc., c'est que tu peux facilement partager tes créations, tu peux aussi facilement changer des couleurs, etc. Donc voilà, on est sur un autre domaine. Ça évolue, je pense que les gens évoluent avec, et je pense que ça je l'avais lu à plusieurs reprises, mais c'est plus les gens qui sont bons dans leur domaine, surtout en graphisme, etc. Je pense qu'ils n'auront pas trop de soucis à se faire. Et il y aura toujours besoin de nouvelles personnes, mais c'est sûr que voilà, si t'es pas très bon en graphisme, peut-être que dans 100 ans les IA seront effectivement meilleurs que toi, mais il y aura un renouvellement, et je pense qu'au fur et à mesure ça sera quand même un peu plus limité. Je pense qu'à l'heure aujourd'hui tu peux c'est cool, mec, de finir sur ça. Je pense que quelqu'un qui se met vraiment au travail dans ce qu'il veut faire et accomplir dans la vie, il pourra le faire dans tous les cas. Il y a un truc aussi, c'est que pour moi, il n'y a pas de limite à la création, et je pense qu'on devrait s'en foutre. Et d'ailleurs, c'est bien que tu aies créé tes réseaux sociaux, de s'en foutre du regard des gens et des avis des autres. Et là, ça me fait penser à Léonard de Vinci, qui lui était freelance. Parce que le gouvernement ou même l'église à l'époque qui lui disait de peindre un mur ou de peindre le plafond, et lui il prenait une somme d'argent, il n'était pas connu du tout à l'époque, et il faisait un truc et les gens le prenaient pour un fou, le mec, parce qu'il faisait des maths, il peignait, il faisait de la philosophie, c'était un polymathe comme on dit, et les mecs le prenaient juste pour un fou, et le gars était juste trop en avance sur son temps, et tout le monde le prenait pour un fou, et au final il faisait. Aujourd'hui, c'est un des mecs les plus connus dans l'histoire de l'art, un génie quoi. Et donc pour moi aujourd'hui, même si tu as envie de créer, faire des nouvelles choses, et vas-y. Et d'ailleurs en relation avec ça, faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça a changé ta vie? Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Parce que je pousse à travers mon contenu, je pense, pour ceux qui me suivent, je pousse les gens à créer du contenu. Surtout si c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Instagram à consommer, essayez de switcher sur la partie création plutôt que de consommer. Et on a toujours quelque chose à partager. Il y a toujours des choses que les autres ne savent pas et que nous ne savons. Même si, par exemple, toi qui regardes le podcast en ce moment, tu te dis mais si demain je devrais créer du contenu, qu'est-ce que je devrais partager aux gens? Il y a toujours quelque chose que tu sais que les autres ne sachent pas. Et par exemple, ça peut être, je sais pas, tu es en études BTS Commerce International, c'est les études que je faisais, et tu as quelque chose à partager que les autres ne font pas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait commerce international, et tu auras forcément des gens qui plus tard seront intéressés par ça. Donc tu peux partager ta vie ou partager des tips si tu n'as pas trop envie d'être public, parce que ça aussi il faut le comprendre. Et il y aura toujours des choses que toi tu sais que les autres ne savent pas, pardon. Ne savent pas, je pense. On peut être bon partout. Et non, est-ce que toi tu pousses les gens à créer du contenu? Et dans la première partie de la question, c'est est-ce que faire du contenu ça a changé ta vie? Et est-ce que tu partages ma vision des choses de tous ceux qui consomment du contenu devraient créer?
Oui, numéro 1, ça a changé ma vie parce que déjà je me concentre beaucoup plus là-dessus. J'essaye de prendre du temps pour déjà dessiner, faire mes montages, filmer déjà avant, trouver les concepts, reprendre des concepts qui existent déjà pour les ajuster sur moi, mes thématiques. Donc oui, c'est du travail en plus. Mentalement, c'est une pression en plus aussi, mais quand tu le fais pour le plaisir, c'est encore différent. Je me lève plus tôt le matin pour justement avoir le temps avant mon boulot pour travailler sur mes illustrations, sur mes créations, donc c'est un ajustement qui est différent. Au début, comme je te disais, j'avais pris le temps justement d'avoir pas mal de rush pour ensuite lancer la page et qu'il y a un roulement. Je me suis dit, je vais quand même sur les réseaux sociaux pour partager mes créations, mais forcément j'ai envie que les gens puissent aussi voir davantage, de faire croître le compte. Et peut-être qu'un jour, voilà, ça sera encore davantage et tu pourras... je me disais déjà, je pourrais travailler avec des marques, etc. potentiellement. Donc voilà, autant se mettre dessus, mais toujours en gardant le côté fun. Ouais, c'est quelque chose à... Et puis c'est surtout que sur Instagram, si tu veux, entre guillemets, percer, il faut poster assez régulièrement. Les algorithmes Insta changent très régulièrement, mais si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as plein de personnes qui vont poster tous les jours. Parfois du contenu qui est un peu random ou qui n'est pas forcément avec ce qu'ils font, mais parce que voilà, ils veulent faire du volume, c'est pas forcément de la qualité, mais voilà, ils ont le mérite quand même de le faire. Apparemment, là, il y a encore une fois, l'Insta, l'algorithme a changé. Donc, il pousse le contenu qui est vu le plus longtemps possible. Donc, voilà, il y a plein de trucs différents. Et c'est différent avec TikTok encore. TikTok, j'ai pas encore percé trop Enfin, je suis dessus, mais je suis pas encore. Je prends pas trop le temps de poster trop dessus. C'est une plateforme encore différente d'Insta. Et c'est pas la même. On reste quand même sur l'idée de pour faire vraiment pour marcher, il faut avoir un gros hook. Je pense que c'est le principal truc. Les premières 3 secondes, il faut que ça tabasse. Et si tu as un titre, un son et toi j'aime bien le début de tes vidéos, tu flippes ton crayon. Et je le garde tout le temps. Il y a un titre qui apparaît qui est assez stylé qui est dans ton univers. Et c'est pour ça, mec, tu as un univers en fait, toi. Donc après, c'est des techniques effectivement, il y a des personnes qui justement font du contenu sur Insta comment avoir de la visibilité. Peut-être qu'ils n'en ont pas tant que ça, mais ils vont te dire effectivement, comme tu dis, le hook c'est le plus important, les 3 premières secondes c'est les plus importantes aussi. Une vidéo est lue en moyenne 7 secondes sur Instagram, donc c'est très court. Donc si tu fais une vidéo de 20 secondes mais qui est vue 3 secondes, bah forcément déjà l'algorithme il va se dire non, c'est un peu... Enfin, je ne parle pas en connaissance d'expert sur Instagram, mais plus à chaque fois par rapport à ce que je lis. Ouais, il y a pas mal de choses à savoir. Est-ce que ça a changé ta vie de manière financière également? Est-ce que tu vends une formation Je vends, alors j'ai commencé par vendre mes créations, j'ai commencé en début 2024, en janvier, de vendre mes créations sur Tableau. Sur print sur demande. Donc en fait j'ai connecté mon site avec une plateforme qui s'appelle Gelato qui fait directement l'impression et qui l'envoie directement chez la personne. Et ce qui est intéressant avec ce système de print sur demande, c'est qu'il n'y a pas de gâchis déjà en termes de production. Et ça permet aussi de pouvoir faire des livraisons dans presque tous les pays du monde. Parce que en fait, ces chaînes de production comme Gelato, ils ont des hubs de production dans plein de continents différents. Ils créent sur la demande du coup? Ouais, ils créent sur la demande. Combien de temps pour recevoir si je commande demain? Là, je sais pas, ça prendrait à peu près avec la création entre 7 et 10 jours, je pense. Ah ouais. Ah ouais, je m'attendais à ce que tu me dises 2-3 semaines moi. Non, pour tout. Mais en fait, c'est pas comme du dropshipping de produits qui vont venir forcément d'Asie et qui vont aller par exemple aux États-Unis. Ouais, ils ont des hubs. Là, en fait, si toi tu es aux États-Unis, ils en ont plusieurs parce que c'est énorme, mais si tu es à Miami et que tu commandes, tu auras le hub de Floride qui va faire la livraison directement. Si tu es en France, ça sera directement depuis la France. Voilà, après, ils ont plein de produits différents, donc ils ne sont pas forcément tous produits, mais en tout cas, ceux que j'ai pris, les toiles et les posters, c'est des produits majoritaires qui vendent. Tu as fait pas mal de ventes sur tes illustrations? J'ai fait quelques ventes, mais j'ai fait un constat assez simple sur mes réseaux sociaux, c'est que j'ai beaucoup d'artistes qui me suivent aussi, ou des illustrateurs, ou des gens qui sont dans le même milieu. C'est là où il faut faire attention, c'est que tu peux gagner quelques followers, et j'étais moins à l'époque, mais les followers ne sont pas forcément des acheteurs. Parce que
c'est des artistes, et même moi en tant qu'artiste, parfois je vais avoir une création, elle est trop belle, mais je vais pas forcément me dire ok, je vais l'acheter là. Voilà, c'est propre à chaque personne. Il faut peut-être trouver justement une niche avec des personnes qui aiment bien l'art ou qui aiment bien acheter pour le côté décoration. Donc il faut essayer de se focus directement dessus. Donc j'ai essayé de changer un peu mon fusil d'épaule, mais c'est très difficile parce que les gens qui te suivent, ils veulent voir aussi, enfin qui me suivaient à l'époque, c'était déjà pour le process de création, et pas forcément, enfin. En fait, c'est là où j'ai vu que les gens étaient plus intéressés par comment faire mes créations plutôt que, que de les acheter. Alors les gens, ils sont très gentils, mettent des commentaires, c'est trop beau ce que tu fais, etc. Donc voilà, c'est plaisant pour soi-même, tu es content d'avoir fait tes créations. Après, pour le vendre, c'est autre chose. Aujourd'hui, tu as plein de marques comme Displayed qui vendent, tu peux acheter des posters que tu peux acheter facilement. Ça se trouve facilement les posters, et c'est vrai que tu as quand même aujourd'hui une gamme assez large d'affiches que tu peux acheter qui sont plus cool les unes que les autres. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que avant de commencer à vendre sur mon site, j'ai fait des vidéos plus tuto qui ont plus fonctionné. Et du coup, là, je me suis dit que j'allais plutôt vendre alors mi-formation, mi-produits digitaux. J'ai créé un guide pour Procreate, un guide d'utilisateur pour utiliser déjà ce que je propose à l'intérieur de mon... Parce que du coup, j'ai fait un starter pack avec des brosses sur Procreate qui permettent de faire du grain, rajouter des effets, des textures de papier aussi, que pas mal de personnes aiment pour donner un aspect plus analogue, classique de format papier. Et en plus, ça rajoute un petit effet dessus, comme tu pourrais ajouter en design graphique, tu vois, pour... C'est ce que j'allais dire, j'utilise... Pour que ce soit moins lisse, quoi. Des palettes de couleurs, exactement, des textures. Et du coup, donc, j'ai fait un starter pack avec ces 3 éléments, plus un guide sur Procreate, avec... alors, j'ai pas tout repris, tous les éléments qu'il y a dans Procreate, parce qu'eux ont déjà des informations là-dessus, mais plus déjà comment utiliser les produits, les outils que je mets en avant dans mon pack, et aussi surtout le b.a.-ba, je pense, de la création. Typiquement, quand tu commences une illustration, il faut faire super attention sur Procreate, par exemple, parce que c'est du pixel, d'avoir une taille de Canva, donc là où tu vas dessiner, qui soit adéquate à un format qui va t'intéresser plus tard. Par exemple, si tu veux imprimer, il faut que la taille du Canva de base soit assez large pour que ce soit pas trop étiré après. Par exemple, si tu fais un logo sur un Canva qui est trop petit, et tu le mets sur ton site ou n'importe où, en fait la qualité elle sera toute pixelisée, toute moche. Donc là c'était juste un exemple pour dire que il y a plein de trucs à savoir. Il y a des petits settings à savoir que j'ai pris, voilà, on apprend en faisant des erreurs, même sur la partie impression, moi je connaissais pas forcément, mais tu as toute la partie couleur CMYK pour tout, en fait quand tu fais imprimer par exemple une affiche ou n'importe quoi. Magenta, et là du coup donc c'est imprimé en CMYK plutôt que RGB qui est le format qui est utilisé plus quand tu regardes les vidéos. Donc directement sur ton téléphone. Et voilà, c'est plus aussi mes connaissances que j'ai partagées pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et gagner du temps surtout sur quand tu débutes. Je pense que là, si demain quelqu'un venait à acheter une tablette comme moi, je vais faire sûrement l'année prochaine et se mettre sur Procreate. Je pense que c'est super intéressant d'avoir cette formation, ces tips. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui proposent une formation comme ça ou des produits comme ça, il me semble. Alors pour l'instant, elle est que en anglais. Elle est que en anglais ? Ouais, je l'ai fait en anglais parce que tout mon contenu que je propose sur mes réseaux sociaux est en anglais. D'accord. Et bon, ça me dérange pas d'écrire en anglais, etc. Et bon, aujourd'hui, tu as quand même des outils pour vérifier si tu n'as pas dit de la merde en anglais. Et en fait, c'est surtout que sur mes statistiques, j'ai vu que la majorité des gens étaient anglophones et la majorité viennent des États-Unis sur mon contenu, sur Insta. Ça me surprend pas. Donc il y a aussi des Français. Peut-être que les Français pourraient être intéressés. Je pourrais faire une version en français en soi. C'est pas. C'est sûr qu'ils pourraient être intéressés, mais tu as beaucoup plus de monde sur le marché anglophone. T'imagines déjà, tu as les États-Unis, le Canada. Tu as le monde entier, l'Australie. Oui, et tu as le monde entier parce que même moi qui ai commencé en regardant des tutos Procreate, etc., je les regardais en anglais parce que ça me dérange pas et on vit quand même à l'étranger, donc je peux quand même pratiquer l'anglais, heureusement. Mais après, je comprends que pour les Français, t'as beaucoup plus de... Quelqu'un qui veut devenir... Je pense qu'aujourd'hui, la barrière d'entrée minimum, peu importe que ce soit comme moi, le vidéo editing, vidéaste ou que toi, la barrière d'entrée, c'est d'être bon dans ce qu'on fait. Et pour être bon dans ce qu'on fait, il faut pratiquer, surtout au début. Et quand tu veux pratiquer,
la meilleure solution c'est quoi? C'est de faire des projets perso et des tutoriels. Et les tutoriels, ou alors tes projets perso et tu t'appuies sur les tutoriels pour faire tes projets perso au début. Et le nombre d'informations que tu peux trouver, les tutoriels de qualité, ils se trouvent en anglais. Il y a beaucoup moins, il y a 10% des tutos en français et le reste c'est full anglais quoi. Après pour revenir jusqu'à ta deuxième question sur le fait de pousser les gens à créer du contenu, moi je les pousse pas forcément à créer du contenu parce que j'en ai pas encore eu vraiment l'occasion. Moi je fais plus mes vidéos de mon côté et je les partage. Mais après là, oui, je le dis, et c'est super cool de pouvoir partager ton contenu. Aujourd'hui, on a tout sur YouTube. Il peut encore en avoir davantage, mais aujourd'hui, si tu veux apprendre à faire de la moto ou à faire du dessin, tu as des tutos qui sont dans différentes langues. Donc, effectivement, s'il y a je pense que c'est plus limité en français ou même en espagnol, etc. Donc, oui, s'il y a des gens qui ont une expertise, d'autant plus en français et qui veulent la mettre à profit, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et surtout, je pense le côté langues qui sont moins parlées, parce que je pense qu'aux États-Unis, en soi, tu pourrais déjà tout trouver en termes de création. Enfin, tu as déjà une palette très large, mais tu vois, en français, je pense que c'est très limité. Il y a déjà des créateurs de contenu, je vois, qui, tu vois, sur YouTube, tu peux mettre des sous-titres ou même faire un doublage dans une langue. Tu regardes le premier YouTuber du monde, MrBeast, c'est du doublage dans je sais pas combien de langues, il y a 10 langues de l'hindou au français, au hollandais, c'est un truc de fou. Et moi qui suis un peu obsédé avec YouTube, tu vois, j'analyse tout ça et il y a des youtubeurs français, par exemple Yomi Denzel, qui ont essayé de faire ce doublage et qui ont arrêté. Alors je sais pas pourquoi, si vous savez en commentaire, dites-le moi, mais tu peux. Déjà c'est un peu compliqué à mettre en place, mais si ça serait vraiment en connaissant comment il optimise tout, ce mec-là, Yomi Denzel, je sais pas si tu connais, mais en gros, un des plus gros entrepreneurs français, le mec qui a le plus gros podcast en France, c'est. Il avait Oussama Hamar, etc. Et ils ont traduit leur podcast en anglais et sûrement en une autre langue. Et ils ont arrêté de faire ça. Et s'ils ont arrêté, c'est qu'il n'y avait pas le ROI, quoi. Il n'y avait pas le retour sûrement. attendu. Et après, je pense surtout que j'ai regardé une vidéo de MrBeast justement là-dessus, où en partenariat avec Amixem, c'était Amixem qui faisait une vidéo de la part de MrBeast. MrBeast lui avait demandé de doubler en français une de ses vidéos. Du coup, Amixem s'est déplacé dans un studio d'enregistrement pour faire le doublage pour une de ses. Donc lui, il faisait le doublage de MrBeast. Et après, lui, il avait justement évoqué cette partie-là sur ses propres vidéos, et ça coûte très très cher aussi. Ça coûte très cher. Et même lui, du coup, quand il va dans le studio d'enregistrement, quand c'est une vidéo d'une demi-heure, je sais pas, il est resté 4 heures, tu vois. Et en plus, faut parfois reprendre des rushs. Mais tu as quand même l'intonation aussi, un peu comme du doublage d'un film, tu vois. Exactement. Et parce que aussi, tu pourrais juste utiliser Eleven Lab pour faire la voix et parce que c'est là. Ah oui, alors après, oui. Tu vois. Mais je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Enfin bref, si quelqu'un le sait, dites-le nous. Mais ouais. Et toi, du coup, tu as dit que. Alors, je pense que pour reprendre ce que moi, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour créer du contenu, mais si quelqu'un demain sent qu'il a envie de partager ou envie de pour moi aussi, c'est un moyen de s'affranchir de créer du contenu. C'est un moyen aussi de dire fuck au travail que t'aimes pas, dire fuck à ton boss possiblement. Ça fonctionne, oui. Mais ça prend du temps. Prend du temps, ouais. Mais pourquoi pas partir avec cette motivation-là, c'est pas une mauvaise chose. Faut avoir envie faut déjà pouvoir se mettre en avant. T'as pas forcément d'avoir besoin d'un beau studio. Moi là j'ai eu la maison, c'est faite, mais au début j'ai commencé dans le bureau, dans l'ancien logement qu'on avait, il y avait très peu de lumière et je faisais quand même des vidéos et c'est pas grave. Au début, de toute façon t'es trop content. Moi j'étais très content de partager mes illustrations. T'as pas tout le côté derrière. Après plus ça devient un peu pro, plus t'as envie de mettre les moyens pour. Tu me fais penser à un truc, mec. Je crois que j'ai enregistré une de mes premières vidéos qui a bien marché. C'est genre l'effet de l'alcool sur la santé et le corps. Et j'avais écouté un podcast de Andrew Huberman qui durait 2h30 et je l'avais vraiment étudié, pris des notes et tout. Je me suis dit, attends, j'ai appris tellement de choses que je dois le partager aux gens, tu vois. Je l'ai fait. Et c'était à Taïwan. Et derrière moi, il y avait une cuisine. Et à Taïwan, parce que ça date de la guerre, il y a des barreaux sur les fenêtres et tout, tu vois. Et la lumière était à chier. Il y avait juste une pauvre lumière comme ça sur ma tête, tu vois. Et derrière, on voyait vraiment la cuisine, mais délabrée avec les barreaux et tout. Et un des premiers commentaires que j'ai eu quand j'ai publié le podcast, c'était genre d'éco-cellules. Et tu sais, moi ça m'avait fait sourire parce qu'au final, j'ai même pas calculé que le background, je m'en fous. Moi je voulais juste faire ton truc et mettre et que les gens apprennent ce que moi j'ai appris aussi, faire passer la valeur, tu vois. Et quand j'ai lu le commentaire d'Éco-Cellules,
j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais il a pas tort le mec, tu vois. Ouais, et je m'en foutais de l'endroit où j'étais. Et c'est vrai qu'au début, tu commences, c'est pas le plus important de pas avoir le setup. Non, mais en tout cas, il faut avoir le mindset quand même de se dire si j'ai envie en tout cas de poster régulièrement, parce qu'il y a plein de gens qui postent juste, moi je vois parfois les gens qui like mes posts ou qui me follow, je vais regarder un peu ce qu'ils font. Et voilà, il y a plein de gens qui vont poster une fois en 3 ans, donc c'est sûr que c'est très cool de partager ce que tu fais. Si tu veux juste que ce soit davantage, plus régulier et qu'il y ait quelque chose derrière qui s'en émane, faut avoir un peu ce mindset déjà de se mettre en avant. On le voit sur les vidéos, sur les stats, si tu te mets en avant, tu as directement plus de reach que juste une vidéo. Et même moi je le vois sur des vidéos où je me mets pas en avant, j'aurai moins de visibilité. Qu'est-ce que tu veux dire par se mettre en avant? Enfin, se filmer directement devant. Okay. Si toi si tu filmes quelqu'un ou qu'il y a en tout cas un humain au premier plan, ça va directement attirer plus l'œil. Ouais. Que juste si moi je prenais juste mon iPad en vidéo pour le premier plan et je disais tuto gna gna gna, ça peut peut-être marcher. Ouais. Mais en tout cas de manière générale c'est ça qui nous différencie vraiment de l'IA aussi. Oui, en plus, tu vois, ça. Et les gens, je pense qu'ils peuvent aussi s'attacher à la personnalité de la personne, qui est retranscrit en vidéo. Bien sûr, ils te connaissent pas forcément. Ouais. Mais toi, tu parles pas dans tes vidéos. Non, je parle pas. Ouais, mais les gens, ils vont se mettre à mettre Procreate en flippant son crayon comme ça tous les matins. Mais non, c'est vrai que je parle pas. J'ai pas encore passé le pas. Et bon, du coup, vu que je communique en anglais, il faudrait que je le fasse aussi en anglais. J'ai pas. Tu vois, là, c'est encore. Ça, c'est de mon côté. Bon, j'ai pas encore peut-être trouvé déjà qu'est-ce que je dirais, mais je pourrais mettre un audio derrière mes vidéos pour réexpliquer un peu ce que je fais. Et par exemple, là, les petits shorts qui vont émaner du podcast, parce que moi, je vais éditer des petits shorts et tout. Est-ce que ça sera du contenu sur… Ah, du coup, vu que ça sera en français et que tu as un Insta en anglais… Je pourrais mettre des sous-titres. Non, je sais pas si je vais doubler. Ça serait… Mais oui, non, en soi, tu vois, je pourrais mettre des sous-titres, par exemple. Et tu me diras, mec, parce que ce que j'aime bien faire, c'est poster en collaboration. Je couperai ce moment-là, on s'en fout. Poster en collaboration et je pourrais rajouter les sous-titres en anglais, moi. Ouais, carrément. Ouais, en anglais. Bon, moi, je peux les rajouter aussi, si c'est des petites… Après, je t'enverrai même les vidéos, on en reparlera. Ouais, carrément. Okay. Carrément. Ouais. Mais mis à part le fait de vouloir aussi que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, faut aussi se mettre une routine de travail parce que moi je travaille du coup j'ai des horaires de bureau assez classiques. Donc le but c'est d'adapter mon temps pour mon side project, pour dessiner, pour faire mes créations, etc. J'adore ce sujet, mec. J'adore ce sujet. Mais après, je vais combien d'heures par semaine tu travailles dans ton emploi, dans ton étude? Je commence à 9h30 et je finis à 18h30. Tu as 35 heures par semaine, 40 heures ou… un peu plus, je pense. Faudrait juste… Et tu prends 1 heure tous les jours sur ton side project ou comment tu fonctionnes? Ouais, je me lève plus tôt, tu vois, moi je commence à 9h30 donc c'est quand même plutôt cool. Avant j'avais plus l'habitude de, me lever à 8h30, je partais direct. Là maintenant je me lève à 7h pour avoir le temps de dessiner, etc. Le soir, pareil, je fais plus les montages. Maintenant, je fais plus de télétravail, donc ça me permet aussi de pouvoir enregistrer des petits plans comme ça, rapido. Après, c'est moi qui ajuste mon travail, tu vois. Quand je sais, par exemple, que je vais être entêté, c'est pas bien, hein, mais je fais mon taf de ouf la veille, et comme ça, je suis un peu plus tranquille le lendemain. Ouais. Donc, c'est smart. Ouais. Mais oui, c'est sûr que tu passes beaucoup plus de temps et puis il y a aussi quand même, faut passer aussi un peu de temps sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu ce qui se fait. Et dans le coin de ta tête, tu y penses toujours un petit peu. Tu te dis, tu es dans un endroit sympa, tu te dis, tu pourrais faire une vidéo. Je fais plus de vidéos dans mon studio, mais à l'extérieur. Oui, je pourrais en faire davantage à l'extérieur, mais oui, si tu es dans un beau spot à l'extérieur, tu pourrais te dire, tiens, je vais faire une vidéo cool. Donc tu y penses quand même tout le temps un peu, ça devient un peu mental. Mais c'est pour ça que maintenant j'essaye de bien gérer un petit peu mes horaires. J'adore ce sujet parce qu'en fait on est trop facilement aujourd'hui pris par le téléphone, la télé, Netflix, les jeux vidéo.
Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal avec ça, qui aimerait. Hein. Tu quittes ton 35 heures, parce qu'en France on travaille 35 heures, en Australie 40, peu importe, peut-être qu'il y a des gens qui font des heures sup. Tu sors de ton boulot, tu rentres chez toi, et allez, on va dire que tu as. C'est dur, hein, t'as envie de jouer à FIFA. T'as envie de jouer à FIFA, Netflix, ou alors même si tu vas à la salle de sport, tu dois cuisiner, faire le ménage. Il y a des gens, et pour ceux qui ont des enfants, ils ont peut-être. Non, c'est dur. C'est difficile de trouver cette heure pour travailler sur side project, mais c'est tellement. Tellement game changer. Ouais. Moi, je sais qu'en Australie, du coup, j'ai travaillé 40 heures par semaine, mais je prenais toujours 1 heure ou 2 heures. Ça dépend des semaines, parce qu'il y a des moments où je travaillais moins. Mais j'essayais toujours de prendre au moins 1 heure ou 2 heures. Je m'obligeais à faire du montage ou à scripter une vidéo. Et pour le week-end préparé, ou chercher quelqu'un pour faire un podcast, ou peu importe, tu vois, toujours prendre 1 heure et travailler sur ça. Mais à la fin, t'es quand même content, tu vois, même si t'as beaucoup travaillé, t'es fatigué, mais t'es content du résultat. Et après, c'est pour ça que ça fait plaisir de pouvoir aussi le partager aux autres, même si ça fonctionne pas forcément, tu vois. Mais ouais, il y a la motivation au début, et après, tu prends l'habitude. Je pense que c'est surtout ça. Avant de me dire je vais me lever plus tôt pour travailler sur un side project, faut se le mettre en tête. Est-ce que tu travailles avec le téléphone, notification et tout, ou tu... Ouais, j'ai tout moi. Tu fais pas de deep work? C'est-à-dire pour ceux qui connaissent le deep work, il y a vraiment le deep work Tim Ferriss du livre et tout, mais est-ce que tu t'alloues parce que dans le livre de Tim Ferriss qui est connu, il dit que 4 heures par jour, ou la semaine de 4 heures, et Deep Work qui disent la même chose. Pendant 4 heures, tu dois être super focus sur une tâche et vraiment enlever toutes les distractions le plus possible et rentrer dans l'état de flow. Et toi, je sais que ça concerne un petit peu ton milieu de. Est-ce que tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, tu es dans ta pièce, t'es seul? Non, c'est vrai que non. J'ai toujours mon téléphone, je suis toujours connecté parce que je sais pas, en soit j'envoie des messages à ma copine, soit je reçois des messages du boulot, j'ai les notifications sur Insta, voilà, il y a un peu de tout. Au moment où tu dis notification, il notifie sur l'ordi. Mais par contre, j'aime pas laisser les choses pas faites. Tu vois, quand j'ai une idée en tête ou un dessin, ça me fait un peu chier de le laisser sur le côté et de pas avancer dessus, même si j'en ai plein qui sont en attente. Mais j'aime pas trop. Et pareil, sur le boulot, c'est pour ça que ça me dérange pas trop d'essayer d'alterner les deux. C'est que parfois, je me dis, ok, je travaille à fond sur une tâche et après, je switch et je peux prendre un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais non, j'ai pas encore pris ce pas de juste vraiment me déconnecter. C'est sûr que, en tout cas, pour la partie dessin, je serai beaucoup plus productif. Ouais, moi c'est un problème pour moi parce que je pense que je pourrais le résoudre, mais pareil que toi, je taffe avec le téléphone à côté. Et parce que des fois, moi aussi, j'ai juste besoin de répondre. En soi, c'est pas vrai parce qu'il y a Slack et tout, donc je suis au courant sans le téléphone. Mais focus pendant 20 minutes et une fois que j'ai fini ma tâche ou mon step, hop, répondre à mes potes ou la copine ou peu importe, tac, poser le téléphone, se remettre, je vois ce que tu veux dire. Mais en soi, d'après la science, c'est pas optimal. Mais... Non, c'est vraiment pas. Et moi, du coup, là, dans l'agence dans laquelle je travaille de développement web, je travaille avec plein de projets différents et moi c'est plus du coup il y a le décalage horaire, donc à partir de 13-14 heures les clients ils se réveillent et du coup tu reçois des messages de partout et du coup faut quand même, t'as des priorisations, tu priorises en fonction de certains clients, mais tu essaies de répondre à tout le monde et tu fais des rendez-vous et tu switches, donc ça même moi je me le disais, juste pour ce métier-là, déjà, c'est pas bon parce que tu n'es pas focus que sur un projet, quoi. Tu switches et forcément, tu es un peu moins concentré dessus et moins productif. Mais bon, voilà, on a tous nos petits défauts. Bien sûr, Mike. On vous présente cette magnifique pièce de Paul, quel est le nom de famille? Tesnière. Paul Tesnière, et pour retrouver aux galeries de Levallois pour la maudite somme de 2736 €. Non, pas cher. Pas cher. Alors, celle-là, c'était une de mes préférées. C'était l'évolution du Rubik's Cube avec des petites fleurs. Et tu l'as animé, ça, j'ai vu. J'ai fait une animation avec, Enfin, une petite animation. J'ai un peu. Faite par l'IA. Quel stylé, mec. Lady Flow. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté de... tu vois, celle-là, en fait, c'était mes premières créations. Ouais. Celle-là aussi?
Ouais, c'était ma deuxième, je pense. J'aime trop les nuages en mode Zelda Wind Waker, si tu connais, sur la GameCube. T'as la ref? Non. J'étais plus en mode Akatsuki Naruto au début. Ah, ouais, un peu, oui, animé, ouais. Trop stylé, les gars, c'est stylé. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde quand même qui prend, et je me comprends dedans, parce qu'il y a cette notion, on pense trop que le freelance, ça va être un mec libre qui travaille pour lui-même, mais c'est pas vrai, mais il faut arrêter ce mythe. Genre quand tu deviens freelance, et c'est mon cas là en ce moment du coup, c'est juste que t'as pas un patron, t'en as 10. Mais t'as toujours des patrons. T'as toujours des deadlines. Tu dois répondre à une demande. T'as des taf. Mec, c'est. Après, voilà, je pense qu'il y a des freelances qui existent pour le coup, qui vont voyager, du coup, qui vont peut-être ajuster leurs horaires pour travailler, je sais pas, 3 heures par jour. Et du coup, qui vont pouvoir faire de la plongée après, faire leur vie, et peut-être qu'ils se disent justement je vais être freelance durant 6 mois, 1 an, et que du coup c'est pas trop grave si je gagne pas 2-3 000 euros par mois, même s'ils sont en Asie, tu vois. Ouais. Tu pourrais vivre très bien avec. Je sais que moi au Vietnam, la petite parenthèse, il faut que je parle aussi sur la chaîne, c'est pareil, mais il y a 800 euros par mois ici. Ouais. Je suis le king. Je suis le king, pas comme toi avec une maison et tout, mais j'ai mon appart, je fais pas à manger, je vais au restaurant tout le temps. Ouais. Je fais pas mon laundry, le ménage, je fais pas le ménage et je fais pas le linge. Oui, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de temps aussi. Tu gagnes 3 heures dans ta journée. Oui, à Paris, non, et tu vois, à Paris, c'est vrai que je sais pas honnêtement si j'aurais eu la motivation de faire ce que j'ai fait là, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que t'as pas. Enfin, moi, avant, quand je rentrais du boulot, fallait faire à manger. Si t'as envie de faire un truc un peu cool, ouais, les courses aussi. Mais tu vois, même à Paris, on essayait de se faire livrer parfois des gros trucs parce que sinon, en bas, c'est que des petits trucs de proximité. 30 € la pizza. Franprix, etc. Ouais, non, le resto, c'est enfin, t'y vas, mais ouais, c'est pas tous les jours. Là, c'est vrai qu'ici, pour le coup, ça coûte pas cher. Ça coûte, pour moi, je pense. Tu cuisines honnêtement ici, toi? Non. Ouais, je t'ai fait un café ce matin, quoi. non, en soi, on cuisine pas du tout. Et même là, ce qu'on a fait, tu pourras, je sais pas si Faustine t'en avait parlé, mais c'est une cuisinière qui maintenant s'est mis aussi sur Grab. En fait, on commande à la semaine et ça revient à peu près à 70 000 le repas. Et tu peux prendre soit nous on le prend pour le soir, comme ça on va faire du sport et. Putain, trop on n'est pas en mode ouais, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, en sachant que tu retombes vite sur des trucs un peu moins sains. Ouais. Mais puis ça revient à 70 000 dong. Mais c'est en gamelle Ouais, c'est dans une boîte comme des bols, tu vois. Ouais. Avec un plastique, toi tu fais juste réchauffer and that's it. Ouais, enfin t'as un couvercle. Non, l'emballage est correct. Hein. Okay. C'est un truc très bien. J'aimerais bien avoir le contact, ouais. Et ouais, non, en vrai c'est plutôt cool. Enfin, au moins, même si toi le soir t'as envie de sortir, le midi, tu sais que t'as ta bouffe ou après chez Go Coworking vous pouvez commander aussi. J'y vais moins là, pour le coup. Mais j'ai trouvé un spot où je mange entre 70 et 90. Ok. Bon, après c'est bien d'aller dehors, tu vois, nous on y va un peu moins maintenant, mais. C'est ça pour couper aussi un peu. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, mais tu te sens comme à la maison ici, hein, c'est cool, mec. Ouais, et après nous c'est ce qu'on voulait, on savait qu'on allait quand même rester sur une durée plus ou moins longue, mais indéterminée. Et peu de gens le font, je pense, au Vietnam, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester, et parfois c'est assez court quand même. Mais d'acheter de la déco, etc. Bon voilà, même si moi je fais des illustrations, je n'étais pas obligé d'en imprimer certaines. Mais tu vois, là c'est mes premières illustrations et je voulais juste décorer un peu la maison. Tu restes là de durée indéterminée. Ouais, et du coup, je me suis dit, bon quand même on va acheter, ça personnifie un petit peu un logement. Non mais là mec, ce qui est trop cool, c'est que ta famille elle peut venir ici, tu les loges en bas dans les chambres là. Ouais, là il y a de la place. Il y a de la place. Après on est un peu plus excentré du centre-ville, enfin de là où tu habites par exemple. Ouais, mais je veux dire tes parents, si parce qu'en général quand tu voyages tu as envie de voir ta famille, tu dois rentrer en France, mais là c'est tes parents qui peuvent venir en vacances au Vietnam. Ils dorment chez toi 15 C'est vrai que maintenant on a plus de place, mais mais après ce qui est bon, nous c'est vrai que je pense que le truc qui est un peu chiant au Vietnam, enfin en tout cas dans plusieurs villes, mais c'est aussi le cas à Da Nang, c'est qu'on marche pas trop. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la problématique, c'est que on prend le scoot, la moto. J'ai cru que tu allais dire qu'on mange du chien. Ah non. On marche pas trop à Da Nang. Moi, je suis pas d'accord, mec. Alors, mais si parce que tu marches dans les rues où tu habites. Les rues d'An Thong, elles sont plus ou moins piétonnisées. T'as des trottoirs où tu peux marcher, sinon t'as des scouts de partout. Non, mais c'est ça, t'as des trottoirs parce qu'à Bali,
C'est une destination phare des digital nomades. Il n'y a aucun trottoir, mec, à Bali. Et à la plage, il y a trop de monde. Les gens vont au gym le matin à Bali juste pour marcher. Alors j'ai pas vécu à Bali, mais j'avoue je kiffe bien. C'est cool Bali, on est d'accord. Mais mec, tu peux pas marcher à Bali. Ouais, il y a les rizières et des scooters. Ouais, alors par contre dans les embouteillages à Bali, oui, non, c'est vrai que si tu marches juste de 2-3 rues, oui, ça va, mais après, ouais, t'es un peu bloqué. La plage, elle est gigantesque ici. Je vais le matin, je suis tout seul, c'est une plage privée, tu peux courir, tu peux. Mais parce qu'ici, il y a quand même, il y a des touristes, mais il y a aussi des touristes japonais, chinois, coréens, et ils sont très blancs de peau de base, et pour eux, les critères de beauté, c'est aussi d'être blanc, du coup, ils sortent à 18h. Ouais, c'est très tôt le matin. Si tu vas à la plage à Da Nang à 5h, ça fait du tai chi, la plage est blindée. Et c'est cool à voir. 5h j'ai pas vu ça, ok. Bah, si tu te lèves tôt ou si tu te couches tard, tu verras, c'est plutôt cool. Et tu vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, que c'est très animé. Et à partir du moment où il fait chaud, ça les intéresse pas du tout. Puis bon, après, les gens vont aussi au boulot. Mais non, sinon, t'as quand même. Et puis, en face de justement des rues assez touristiques, tu as des trucs où ils vendent tu peux louer des transats. Et plus tu t'écartes, plus tu es encore libre, et pareil des deux côtés, quoi. Et puis tu as vu entre Da Nang et Hoi An, bon, il y a des resorts, mais typiquement c'est de la plage, quoi. Oui, c'est que de la plage. C'est fou. C'est énorme. Est-ce que tu devrais revenir Attends, parce que du coup tu n'as pas répondu à la question. Si demain il y a un mec, tu voudrais l'aider à gagner jusqu'à 1000 € par mois, qu'est-ce qu'il doit faire? Créer son produit? Ou est-ce qu'il doit démarrer en freelance? Est-ce qu'il doit essayer de trouver un remote? Parce que le but du podcast, c'est ça aussi, c'est si les gens ils ont envie donc le but du podcast, c'est d'interviewer des gens qui travaillent en ligne et qui génèrent des revenus depuis l'étranger. Et demain on veut, moi ce qui m'importe, c'est d'aider les gens à avoir leurs premiers revenus en ligne, comme j'ai fait ce mois-ci d'ailleurs, et c'est tout à fait possible, tout le monde peut le faire. Quels sont les conseils, quelles sont les plateformes, quelles sont les techniques de vente que tu as appris, quelles plateformes utiliser? On a parlé de la création de contenu, c'est une bonne chose pour faire des sous, je pense, et avoir ses premiers euros. Mais ça doit partir de la passion, on ne doit pas créer du contenu pour avoir de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est mon idée. Mais comment t'aiderais quelqu'un qui, peu importe le domaine, demain en freelance, voudrait atteindre les 1000 € par mois? Déjà sur mon domaine, plus ou moins, sur toute la partie création, ça peut être pour des graphistes, etc. Tu peux faire des créations et faire comme moi, justement, passer sur des prints sur demande pour créer du contenu, du contenu physique, des posters, des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi manuelles, donc qui ne vont pas forcément utiliser quelque chose qui est du digital. Mais moi, je vois par exemple ma sœur fait beaucoup de couture et tu peux aujourd'hui, n'importe quelle personne peut ouvrir un Etsy. Je sais pas si tu connais Etsy, la plateforme. T'importes les produits physiques? En fait, normalement, c'est plus pour des produits faits maison par des personnes. Donc, même si toi, par exemple, tu fais de la poterie, tu viens d'avoir t'as fait ce mug. T'as fait ce mug? Non. Okay. Non, pas celui-là. Ils sont moins beaux, les miens. Mais tu peux techniquement, du coup, te mettre sur Etsy et surtout si tu as fait une petite collection, que tu en as plusieurs, les mettre en vente. Et du coup, eux, ils prennent une commission sur tes ventes. En fait, c'est un peu comme du Vinted, mais version plus créateur, homemade. Ouais, c'est ça. Trop stylé. Mais tu peux aussi connecter sur. Alors, je n'en étais pas sérieux parce que j'avais déjà un site. Mais du coup, moi, la plateforme par laquelle je passais pour faire les impressions, tu peux facilement les connecter à un site web ou à un site Etsy, enfin une plateforme Etsy. Donc c'est comme Etsy, c'est genre l'équivalent de Shopify en différent? Ouais, en fait c'est juste vraiment, c'est comme un Vinted où n'importe quelle personne pourrait mettre ce qu'il a fait et tu peux mettre des photos de ton produit et les gens savent que c'est fait manuellement, mais tu as vraiment de tout. Hein. Ça tu dois le connecter à Stripe ou un système de paiement ou c'est direct inclus dans le… Alors pour Etsy, pour Etsy c'est la plateforme Etsy qui gère toute la partie paiement. Ils prennent leur com, mais après moi mon site, même si je travaille dans une entreprise dans le dev, j'ai fait mon site sur Wix, comme ça c'est juste t'as de l'ajustement, etc. Tu peux faire du codage, mais c'est quand même beaucoup plus facile et intuitif. Et du coup, vu que c'est aussi des grosses plateformes, ils travaillent avec les plus gros aussi, dont Gelato, qui est quand même assez connu. Et du coup, tu peux facilement connecter ton site à Gelato ou si tu as un Etsy directement à Gelato. Et en fait,
l'utilisateur fait la commande sur ton site ou sur Etsy, ça passe directement sur Gelato. Enfin, le paiement est fait, ça va à Gelato. Et après, bon, Gelato prend aussi sa com. Après, c'est à toi de faire ton bise. Mais après, c'est envoyé directement. Et pour le coup, Gelato, eux, vont se charger de faire l'envoi. Donc, en soi, toi, t'as rien besoin de gérer, en fait. Tout est plus ou moins sous-traité. Et du coup, pour le coup, je sais que moi, je suis beaucoup de personnes qui font aussi des illustrations, qui font pas forcément des posters ni rien, mais qui sont plus dans des stickers ou des, je sais pas, des marque-pages, des choses comme ça, et qui vont le vendre sur Etsy et qui arrivent à faire un petit peu d'argent. Il y a des personnes qui sont fortes en peinture. Je suis une personne sur les réseaux qui fait de l'aquarelle. Elle les fait en peinture, elle les scanne et elle les met sur Etsy et les gens vont acheter après ses créations. J'apprends quelque chose, c'est sympa. Donc là, tous les gens qui maîtrisent un petit peu, qui font des créations manuelles, peuvent se servir de Etsy pour les vendre, et créer du contenu en parallèle pour les vendre et faire le marketing. Super tips. Ouais. Super après, c'est sûr que bon, voilà, si tu fais vraiment juste un mug, si tu veux être rentable, il faudrait en faire un petit peu plus, tu vois. Voilà. Ouais, après, tu peux faire des mugs personnalisés. Et aussi, tu peux mettre des options de personnalisation. Ça me fait penser à, j'étais tombé sur une page Insta, le mec qui personnalise des sneakers en mode One Piece et tout. Et une fois que la créa elle est faite, il les publie sur les réseaux et il les met en vente, quoi. Il y en a qui et en plus, je crois que c'est une enchère. Sur des choses, Je crois que c'est smart parce que c'est une enchère. Les mecs, ils les mettent genre à 150 €. Au final, elles partent à $800. Ouais, non, mais c'est après, tu vois, le gars, il avait pas une toile, il avait des chaussures, il a fait un truc de ouf. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs de sneakers, quoi. Donc, mais tu peux partir aussi de la création et ensuite essayer de la vendre grâce au contenu que tu peux créer. Ouais, c'est ça. Tu peux le décliner. Après, voilà, faut juste découvrir. Et en soi, même tout ce qui est création digitale, les outils digitaux, comme moi je propose sur mon site, tu peux aussi techniquement le faire sur Etsy. D'accord. Ouais. Donc toi, c'est ton cas ou pas du tout? Non, parce que là, du coup, à l'heure à laquelle on parle, il sort demain, le starter pack et les outils. C'est ton premier infoproduit demain? Ouais, outils digitaux, ouais. C'est vrai? Ouais, il sort demain. Le premier que tu vends en ligne, comme ça, un pack ou une formation, pack tout complet, infoproduit? Ouais, tout à fait. Trop stylé, mec. Ouais. Ok, demain. Ouais. Et mais bon, après, il y a toujours mes tutos qui roulent sur YouTube, sur Insta, hein, c'est pas... les deux vont ensemble. Et on mettra un lien. Alors je sais pas comment tu veux faire ça, mais pour les gens qui font un podcast, qui voient le podcast, qui sont intéressés par se mettre au dessin ou Procreate, si vous connaissez, avec la tablette faire des illustrations. Je sais pas si c'est possible de faire ça pour les auditeurs, mais est-ce qu'on pourrait mettre un lien avec un code promo, un truc comme ça? Ouais, on peut tout à fait faire ça. Ouais. Okay, et cool. Sur les descriptions même de podcast, tu peux tout à fait, on peut mettre un code. Ouais. C'est ce qu'on a fait c'est marrant parce que le dernier podcast qui est pas encore en ligne sur ma chaîne, c'est avec Damien. Et il dit à la fin de l'épisode, il dit Paul, on te veut sur le prochain podcast. Ah ouais? Ah non, j'ai pas. Mais tu l'as sorti? Non, pas encore. Ah ok. Mais tu connais Damien Expert VC? Ouais, je l'ai rencontré une fois, très cool. Énorme. Et là, du coup maintenant c'est un client. Moi je monte des vidéos pour lui. Et ce gars-là, je l'ai rencontré parce que je traîne dans les cowork. Et quand vous voyagez en Asie et que vous voulez travailler, ou même il y a beaucoup de monde qui se forme en transition. En France, tu quittes ton taf, tu as le chômage. En transition, tu vas en Asie, tu traînes dans les cowork, tu discutes avec des gars qui sont solopreneurs, qui ont leur business. Et tu trouves des clients si vraiment tu es déterminé. Moi, dans mon domaine, j'ai pas galéré à trouver quelqu'un parce que si tu fais quelque chose qui est assez recherché, ou pas, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi créer. Pourquoi être dans la compétition? On peut aussi créer son propre domaine et créer la demande. Mais c'est le meilleur endroit pour ça, l'Asie. Tu traînes dans les cowork, il y a tellement de gens ouverts d'esprit qui ont leur business, qui génèrent assez de sous pour avoir la belle vie. Ils ont le sourire, ils font le tai chi le matin, ils vont à la salle de sport et tout. Les gars, ils sont ouverts à essayer de nouvelles choses. Et moi, je sais que quand je suis arrivé avec mes idées, je lui ai dit, écoute mec, je peux t'apporter ça, on peut faire ça ensemble. Et il m'a dit, let's go, on essaye. Tu vois. Ouais, c'est cool. Et aujourd'hui, là, c'est un client, quoi. Bravo. Merci. Dans le pipe. Merci et bravo à toi pour demain ta sortie. Je vais suivre ça de près. Mais tu vois, ça s'est fait naturellement parce qu'au final, les gens, même si j'aime mes illustrations, je pense que les gens ils sont plus enclins à vouloir reproduire la même chose ou pouvoir le faire, apprendre. Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes les plateformes d'apprentissage fonctionnent très bien. Du coup, voilà, j'ai de bons espoirs. Go Skillshare et tout. Hein.
Ouais, ça, ouais, on verra. Bah, c'est vrai que là, je vais me focus sur Insta lié à mon site et après, ouais, je verrai sur d'autres plateformes. Tellement de choses à faire. Et oui, non, mais c'est un vrai taf à part dans tous les cas. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est intéressant déjà, malgré le résultat, même si on a envie qu'il soit là, déjà tout le process. C'est intéressant. Là, ça fait 1 an que j'ai commencé sur les réseaux et tu vois, il y a plein de choses qui se sont passées. L'évolution du compte, le site web, faut quand même le faire, tu vois, même si c'est plus facile avec des plateformes comme Wix, etc. Mais ouais, non, et puis c'est un beau projet donc à suivre. Ouais, trop bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram, même lui envoyer les créations. Il répond. Ouais, carrément. Tu réponds rapidement pour un mec qui est famous. Non, je suis pas famous. Il est humble. Pas encore. On en reparle dans 5 ans. C'est cool, mec. Je suis content de voir ces projets et j'adore ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse dinguerie ou anecdote de voyage qui t'est arrivée au Vietnam depuis que tu es parti de France? Un truc, une histoire, une anecdote? Alors le truc c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes liées au caca. Bah vas-y, on est ouvert. Je vais réfléchir à des anecdotes en soi. Ok, le temps que tu réfléchisses, moi je peux te raconter un truc qui m'est arrivé cette semaine. Ouais. Bah pour toi ça va peut-être te sembler normal, mais pour moi c'est la première fois que ça m'arrive. Okay. Mais en gros, je mangeais un Bun Bo Hue là, les bols, là, les sous. Puis je pars, c'est à côté de chez moi, tu vois, je mets pas le casque, je saute dans le scooter, sur le scooter, et puis je rentre, comme d'hab quoi. Et là, pendant que je conduis, le mec il me met le truc devant les yeux quoi, comme ça. Okay. Et je vois le rouge et bleu, tac, police, stop et tout. Non, ok, on se stoppe. Le mec il me dit, t'as pas de casque? Je lui dis, bah j'ai pas de casque. Et il parle en vietnamien au début, tu sais, pour te mettre en compte, pour te conditionner. Alors qu'il parle bien anglais, il te parle en vietnamien, tu sais, pour te. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec il me dit, ouais, t'as pas de casque et tout. J'ai dit, oui, j'ai pas de casque. Et après il me dit, ton permis? Je lui dis, pour le wheel scooter, j'ai donné le permis à la nana. Il me dit, bah t'es pas. Il me dit, t'es pas en règle. Il me dit, t'es hors la loi. Sur le Google Translate, tu vois. Out là-haut. Prison. Et le mec il me regarde. Et il me dit, bah, je vais prendre le scooter. Je lui dis, ah oui, ouais. Je lui dis, je peux payer. Il me dit, ok. Ah oui, ouais. Et donc il me dit, descends. Je descends, il tourne la clé, lui monte sur le scoot, il tourne la clé, il me dit, monte derrière moi. Je monte derrière lui. Ah donc le condé, il conduit mon scoot, moi je suis derrière. Et je lui dis, il me ramène à la maison. Et en plus, j'ai même pas le temps de mettre les cale-pieds, il démarre direct. Je lui dis, oh, est-ce que je le tiens par la taille comme ça? Papa. Attends, je mets les cale-pieds et tout. Et le mec il conduit, il me dit rien. Je lui dis, donc on attend 1 minute et tout. Il me dit, là tu vas devoir payer 3 millions. Donc 3 millions c'est l'équivalent de 90 €. Ouais. Et moi je me dis, putain, mais j'ai même pas 3 millions sur moi, tu vois. Je veux voir. On en perd une caméra ou quoi? Non, bientôt. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est à gauche. Très bien, 3 millions, ok. Je lui dis, je vais checker mon wallet. Je regarde mon portefeuille. Je commence à sortir mon portefeuille et ils étaient 2. Donc le collègue derrière lui nous suivait en scoot à 20 mètres derrière. Et là, il voit que je fais un truc avec ma poche. Donc il se rapproche, il regarde ce que je fais. J'ouvre mon porte-monnaie. Ok, il voit que je regarde mon porte-monnaie. Hop, il se remet 10 mètres derrière. Il regarde qu'il n'y a personne. On commence à aller dans les petites rues et tout. Moi, je me dis, va vraiment s'arrêter dans les petites rues pour qu'on fasse la transac et tout. Il continue à rouler en scoot et tout. Je regarde mon portefeuille. J'ai pas 3 millions, j'ai 2 millions. Donc l'équivalent de 60 €, je pense, même un peu moins. Et je lui dis, écoute, c'est tout ce que j'ai. C'est 2 millions. Et il arrête le scoot. Il ouvre, donc le collègue, lui, il se rapproche, le collègue derrière. Il ouvre la boîte du scoot. Il me dit, vas-y, mets tout dedans. Et on était encore en train de rouler. Moi, j'étais là, à moitié en train de me casser la gueule, à vouloir mettre l'argent dedans. Je mets les 2 millions dans le bac, donc 60 balles. Il ferme le bac, il s'arrête. Le flic, il me laisse le scooter, il remonte sur son pote. Et les deux, le flic attrape son pote comme ça par le cou, ils étaient contents, ils avaient un big smile, tu vois. J'avais posé 60 € dans la boîte là, et puis ils m'ont rendu le scoot et ils m'ont laissé me barrer. Donc au Vietnam, c'est ça, c'est la corruption, je pense comme dans pas mal de pays, et j'ai partagé un petit peu autour de moi, mais pareil, il y a une nana, elle est arrivée avec un faux nom, son nom était pas bon sur le visa, elle a juste lâché un billet, genre 3 ou 4 millions, et elle est rentrée comme ça sans problème. Ici, tu poses un billet, tout est réglé. Ouais, apparemment il faut le faire, tous les flics ne prennent pas, je crois que ça dépend de leur... Il était en beige? Ouais. Je crois que ceux qui sont en vert, il faut faire un peu plus attention. Normalement, en vert, c'est plus l'armée, et en beige, c'est ceux qui font le trafic. Oui, c'est ça. Ils sont régalés.
Mais ils font la même chose. Ici, on est du coup dans une maison et souvent pour les maisons, il y a un flic qui vient. Qui débarque pour checker un petit peu les passeports et du coup ça peut faire un petit peu peur et là du coup c'est un mec voilà, qui est en tenue de l'armée qui parle pas anglais. Du coup c'est pareil que sur Google Trad et le mec qui dit t'es là, tu parles pas anglais, tu parles pas viet. Alors voilà, il fait un peu le cow-boy. Mais chez toi Ouais, il vient et en plus moi du coup j'étais pas là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, du coup c'est une anecdote similaire, hein, mais en fait. Ici, donc le mec vient directement, c'était ma copine qui lui ouvre au gars et il lui demande les passeports. Du coup, il lui donne nos 2 passeports et il dit OK pour celui-là, donc c'était le mien. Et il lui dit par contre le tien, il y a un problème, t'es hors visa. Enfin, ton visa, t'as pas de visa quoi. C'est vrai. Et ouais, et en fait le truc c'est que, nous on avait fait toutes les démarches. Ouais. Et en fait ce qu'il y a c'est que on rentrait en France un mois après. Du coup on n'avait pas renouvelé notre visa business. Ouais. Du coup en fait on était parti en Thaïlande le temps de quelques jours. On revient et du coup là on avait une exemption de visa de 45 jours vu qu'après on repartait en France donc on n'allait pas refaire toutes les démarches ni payer parce que là du coup c'était gratuit. Et en fait à un jour, enfin moi nos visas en fait ils étaient encore à jour mais à un jour près ou 2 jours près. Et en fait vu qu'on avait un visa multiple entrée, le gars a mis le tampon avec la date de sortie avec la date de sortie et d'entrée sur mon passeport, mais il a pas mis la date sur celui de ma copine. Du coup ça fait que en fait ils ont mis le truc d'entrée mais pas avec la date de sortie. Et en fait, du coup, ils ont considéré qu'il était illégalement sur le territoire parce que en fait, c'était son ancien visa qui prenait le dessus, enfin le pas sur le fait qu'elle soit entrée sur le territoire. Donc en fait, depuis 15 jours, elle était illégalement sur le territoire. Donc vous avez lâché un billet ou... Et du coup, on est allé... non, parce qu'en fait, le gars, en plus, il nous dit, ouais, les scooters, etc., là, c'est pareil, vous avez les papiers des véhicules, les permis. Donc pareil, non, c'est là-bas, c'est chez le loueur, etc. Et du coup, moi, je viens... le mec il nous parle hyper mal et le gars il commence à dire aussi déporté en traduction. En gros on va vous déporter tu vois pour ma copine. Du coup on était en putain il casse les couilles vraiment c'est quoi ce délire et du coup on est allé voir une agence de visa, ils nous ont dit qu'effectivement ils savaient pas trop, ils avaient jamais vu le cas. Du coup on est retourné à l'aéroport à Da Nang et heureusement c'était le point où on venait de rentrer et on leur a dit non mais c'est de votre faute, vous avez pas tamponné tu vois. Et bon on est resté 1 heure, on n'a pas eu besoin de payer parce que en plus on était à l'aéroport donc c'était peut-être un peu tricky, mais en sachant que du coup ça a fini que le mec a écrit la date sur le passeport comme ce qui aurait dû être fait dès le début. Et quand on a voulu sortir du territoire pour rentrer en France, en fait, elle n'était pas dans la base de données. Ah ouais. Et du coup, ils lui ont dit non, là, ça va être compliqué pour toi. Vous restez et du coup, il lui a dit mais là, tu vas où? Il lui a dit en France. Et il a fait ok, genre casse-toi, tu vois. Ah ok. Ouais. Donc bon, plus de peur que de mal, mais j'avoue qu'on a eu un peu... Parce que du coup, au Vietnam, je crois que tu as 15 jours où c'est à peu près ok d'être hors visa. Genre tu vas payer une amende, mais ça peut passer, enfin ça peut arriver. Par contre, après, tu peux vraiment te faire blacklister. Ok, du territoire. Je reviens plus du... Donc ici, il y a des gens, s'ils sont là depuis... Il y a des gens, ça arrive dans plein de pays, mais tu es au Vietnam depuis 3 ans sans visa... je sais pas l'amende que tu vas payer, à mon avis tu vas passer un sale quart d'heure à te faire interroger et c'est sûr que tu es blacklisté du pays, tu vois. Ils rigolent pas trop non, ils rigolent pas, sur les... En fait c'est marrant au Vietnam, c'est que ils sont à fond sur les règles, même s'il y a des controverses parce que voilà, c'est encore un pays en voie de développement, donc tu peux lâcher un petit billet. Corruption. Mais ils sont à fond sur les règles et des fois ils ont du mal à trouver un terrain d'entente. Par exemple, si tu vas dans un bar et tu demandes un mojito, et c'est arrivé à plusieurs reprises, le mec, s'il n'a pas de menthe, il va pas te dire j'en ai pas, malheureusement je peux pas te faire un mojito, mais je peux te faire du rhum avec autre chose, voilà, j'ai du citron, je te fais un petit truc. Il n'y a pas, donc c'est sold out. Sold out, le mec te sert pas. Tu te dis mais frère, je veux boire, tu vois. Et ça c'est vrai que moi je le vois au boulot, c'est que tu leur dis un truc, si c'est pas ce qui était prévu, et ils peuvent pas faire. Il faut que ce soit bien structuré partout. Prise d'initiative peut-être. Non, ouais, zéro. C'est avec l'éducation aussi ça. Ouais aussi, et je pense que
Ouais, ils ont pas encore. C'est intéressant, j'avais pas mis ça sous cette perspective. Mais ce que tu dis de manière générale, la prise d'initiative en Asie, je me rappelle à Taïwan, moi, quand la nana, j'étais encore en train de manger, elle fermait le resto et elle me disait, je peux t'aider à te débarrasser, quoi. Ouais. Et je disais, non, j'ai pas fini, Non, mais je vais t'aider à te débarrasser. Non, laisse-moi, je n'ai pas besoin que tu me débarrasses. Non, mais je vais te débarrasser. En fait, ils veulent pas te dire que le resto, il ferme, là, tu dois te casser. Ah oui, oui. Je vais t'aider à te débarrasser. Après, ils disent pas trop non. Et en France, on ferme, ça dégage. Non, c'est clair, mais ouais, ça, c'est un point sur lequel ils doivent travailler, mais c'est normal. Si demain, le statut et l'argent n'étaient pas des objets, qu'est-ce que tu ferais de ta vie ? Je ferais ça, même chose. Je pense que je prendrais plus de temps pour faire encore d'autres choses que j'aime. Faire plein d'activités. Du dessin, des expériences, faire plus de surf, faire vraiment des trucs cool et continuer à voyager aussi. Ça fait plaisir. Ça me parle. Ça fait plaisir, mais bon après voilà, le voyage ça dépend aussi des pays, parce que même s'il n'y a pas d'argent qui rentre en compte, si tu vas au Japon... Continuer d'aider à je pense que tu continueras aussi d'aider à ta communauté à travers des tutos de dessin, etc. Ouais, après c'est aussi c'est gratifiant pour soi-même aussi d'avoir des feedbacks. Dans tous les cas c'est intéressant. Ouais. Bon, pour le coup je suis pas du tout... Je porte pas trop à controverse sur mes créations, donc j'ai pas du tout de haters, etc. Ouais, t'as pas okay. Non, après, si je donne des conseils et s'il y a un mec qui est pas d'accord, peut-être qu'il va me le dire, mais ça sera pas... Oui, puis comme tu parles pas, de manière générale, déjà tu t'exposes moins aux critiques. Mais bon, je pense que tu t'en fous au final aussi. Ouais, mais c'est vrai que je pense que je suis pas du tout... encore une fois, je peux pas parler parce que j'ai pas ça. Mais je pense que si quelqu'un t'insulte sur les réseaux sociaux, ça fait jamais plaisir, même si tu te dis ok, c'est un mec lambda. Mais bon. Ça fait jamais plaisir. Bah ouais, non. Ça fait jamais plaisir, c'est sûr et certain. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut dans tous les cas apprendre à passer outre. Ouais. Parce que si on ne le fait pas, même dans la vie réelle, si on reste focus et qu'on garde à l'esprit la mauvaise critique, on n'avance pas. Non, bien sûr. Non, mais alors il y a effectivement, il y a des bonnes et des mauvaises critiques. Mais moi qui suis un petit peu via ma copine, par exemple Lena Situation, moi je suis pas du tout vraiment son contenu. Mais quand tu vois qu'à chaque fois que j'entends personnellement. Non, pardon, je connais son contenu et sa vibe, etc. Ouais. Et bon, en plus, elle est très influente maintenant. Et moi j'ai l'impression que je l'entends parler que quand elle se fait insulter. Du coup, je vois les posts, etc. On parle d'un truc, elle a une robe, elle est un peu, je sais pas, les gens aiment pas, ils vont parler de son poids, et tu te dis, mais oh, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Et bon, ça, je suis pas encore confronté à ça, j'espère pas. Mais puis ça se trouve, je serai jamais à son niveau, tu vois. C'est pas le but, mais c'est vrai que sur les réseaux, tu as aussi de tout. Je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas aussi se lancer. Ils ont peur d'être vus sur les réseaux, que les gens se disent putain, il sort d'où Et pour ça qu'au début, moi, quand j'ai commencé à faire mes petites illustrations, je me suis dit, tiens, je vais montrer les process et tout pour me dire que. Pour montrer aussi aux gens que c'est moi qui le fais moi-même, c'est pas une IA. T'as quand même envie de montrer aux autres, tu vois. Ouais. Après, t'as aussi, alors là, c'est ce que j'en tire. Il y a aussi, parce que là, sur ma chaîne YouTube, par exemple, il y a beaucoup plus de bons commentaires que de mauvais. Ouais. Tu vois. Mais les bons commentaires aussi peuvent être néfastes dans un sens plus que les mauvais commentaires, parce qu'en fait, elle te conforme à ton identité. En fait, quelqu'un va te dire « Oh mec, t'as changé ma vie dans ce que tu dis. » Et toi, du coup, tu vas dire « Attends, c'est quand même énorme. » Parce que le mec, c'est fort ce qu'il dit. Changer sa vie dans la manière de présenter cette vidéo. Peut-être que tu l'as vraiment aidé aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais le truc, c'est que derrière, toi, tu vas forger ton identité sur ce type de vidéo et tu vas vouloir faire que ça. Et alors que ça se trouve, c'est pas vraiment ton identité. Ce qui est dur sur les réseaux, à partir du moment où tu te présentes plus publiquement ou plus personnellement, c'est de rester authentique. Parce que les commentaires positifs, ils vont venir valider une identité que tu n'as pas forcément. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre vraiment quand on crée du contenu. Je pense que là, tu crées du contenu et tu as même beaucoup plus de visibilité que moi, mais c'est différent parce que tu vas moins partager des trucs personnels, des choses personnelles, et c'est pas plus mal. Ouais, après déjà quand tu es sur YouTube, tu fais des vidéos beaucoup plus longues. Là sur Insta, même si en fait je sais que je vais pas faire des vidéos qui durent 1 minute parce que je sais que dans tous les cas ça sera
très peu vues et qu'aujourd'hui, encore une fois, l'algorithme évolue très rapidement, mais c'est plus les photos qui marchent sur Insta, c'est les vidéos, les reels, ça fait comme sur TikTok, les gens scrollent et s'ils tombent sur ta vidéo, bah trop cool, ils sont contents, ils enregistrent, ils mettent un like ou ils commentent et c'est ça qui fait que ça revient. Du coup au final t'as pas trop d'intérêt de partager ta vie plus que ça, à part, enfin je vais pas voilà, ou alors bah tu vois typiquement on fait là on fait un podcast, tu vas prendre des rushs, tu vas le mettre sur tes réseaux et ce sera beaucoup plus condensé pour donner envie aux gens de suivre plus tard sur YouTube. C'est clair. Dernière question, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, j'ai l'impression, mais ce soir. Je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est quoi ta plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur? Je pense que c'était c'était une erreur, mais je pense que je me suis trop vite lancé sur vouloir vendre mes créations, parce que je me suis dit à un moment, ok, bon bah c'est cool de faire du dessin, mais peut-être qu'il faudrait que ça serve à quelque chose. Donc c'était toujours le but de garder le côté fun, mais de vouloir aussi pouvoir mettre en vente quelque chose, avoir de l'argent, sans se préoccuper forcément de est-ce que ça intéresse les gens, quel est le marché dessus, alors que j'ai fait une école de commerce, donc c'est la première chose que j'aurais dû faire. Mais finalement, vu que moi c'était plus le domaine qui me passionnait, j'ai même pas réfléchi et je me suis dit de toute façon je le fais pour le fun. Et finalement aujourd'hui, si on parle d'un point de vue business, je pense que j'aurais vu avant que j'aurais dû mettre dans la vente de produits digitaux parce que c'est ce qui plaît davantage. Mais en même temps, quand tu commences, tu peux pas forcément savoir, en sachant que moi, du coup, là, je vais vendre mes créations digitales, mes outils. Mais il y a des illustrateurs qui font leur métier et qui travaillent avec des clients purement. Ils font que ça. Ils vont faire un peu d'Insta, mais ils s'en foutent, ils vont faire très peu de vidéos, ils vont juste poster leur illustration finale. Mais c'est des gens qui vont travailler avec des gros groupes et qui font ça vraiment de leur vie. Ça, c'est deux domaines qui sont différents. Je sais que pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre dans ce domaine-là, et ça, je pense que c'est pas une erreur de mon côté, parce que quand tu travailles avec des clients, bah forcément tu as des deadlines et c'est très compliqué de tout gérer en sachant que tu as déjà un autre travail à côté. Donc ouais, je pense bien étudier quand même son marché si tu veux faire du business et être sûr qu'en tout cas il y a un besoin quelque part. Et s'il y a un besoin, comme je sais qu'aujourd'hui il y a un besoin sur ce que je fais parce que c'est une niche, si ça fonctionne pas très bien, c'est que il faut aussi revoir toute la partie communication, la partie pub. C'est bien de se vendre sur les réseaux sociaux pour soi et pour ses créations ou pour ce qu'on fait, mais après il faut arriver à créer faut faire de la vente derrière et voilà, faut convertir. Et ça, je pense que ça prend aussi un petit peu de temps. Mais voilà, en tout cas, prendre le temps, pas se précipiter de manière générale sur la partie création et sur la partie entrepreneur. Et après, voilà, peut-être que j'aurai davantage de choses à dire dans les prochains mois. Voilà. Mais ton erreur a été super enrichissante parce qu'il y a peu de monde qui teste les produits physiques. Et toi, ça t'a appris tout ce monde-là aussi à côté de l'infoproduit sur Internet, et les produits physiques, tu as de l'expérience avec ça? C'est intéressant et en même temps, en fait, c'est vrai que même si, imaginons que j'ai 10 000 personnes qui achètent toutes mes créations, le problème, c'est que tu as déjà un coût de production. Donc, si tu as un coût, si tu as beaucoup plus de demandes, forcément j'aurais arrêté, je serais plus passé par Gelato, le prestataire que j'utilisais pour faire sur demande. J'aurais fait en grosse quantité, qui me serait revenu moins cher. Voilà, je l'aurais fait produire autre part et après je l'aurais envoyé via d'autres prestataires. Mais en gros, forcément, ça coûte moins cher. Mais tu as quand même du coup les frais de production déjà du produit, que tu fasses des toiles ou des t-shirts. Tu as le produit brut et toi dessus tu t'ajoutes ta plus-value, alors que déjà là sur un aspect digital, ok, ton temps c'était, t'as passé du temps pour créer cet outil-là, mais une fois que les gens l'achètent, c'est fait, c'est créé. Ouais, mais surtout que toi t'as pas de frais à côté de ça, quoi. Oui. Si quelqu'un achète une toile 30 €, je sais pas, il y a la moitié qui va au prestataire, je te dis des chiffres. Coût de production. En sachant que tu as tous les intermédiaires, ça a quand même un coût. Alors que là, si quelqu'un achète directement sur mon site, il y a le coût de l'hébergement du site et sinon c'est juste mon temps passé pour faire la création, mais sinon techniquement c'est plus rentable. En sachant que ça peut être dans n'importe quel pays, et je pense aussi la problématique, et ça je pense que j'avais pas assez communiqué dessus sur toutes mes créations, c'est que
vu que j'étais français, même si je communiquais en anglais, les gens se disaient, bon, vu qu'il est français, peut-être que les créations vont partir de France et être emmenées par exemple aux États-Unis, tu vois. Et du coup, ça met du temps. T'es pas sûr que ça arrive réellement, que ce soit un scam. Enfin voilà, c'est très compliqué. D'où l'importance d'avoir quand même des reviews. Alors que là, finalement, c'est digital. Bon, voilà, je suis pas un hacker. Donc, à télécharger quelque chose, voilà, normalement, c'est quand même plutôt simple. Tu le reçois par email, tu as un lien de téléchargement. Si tu le fais directement sur ton iPad, tout arrive directement sur Procreate. En plus, Apple t'essaye, quand tu télécharges quelque chose, tu te poses même pas la question de est-ce que c'est un virus ou quoi. Oui, non, voilà, peut-être qu'il faudrait faire plus attention dans la vie de tous les jours sur les hacks, etc. Mais bon. Et puis toi, tu as de l'autorité, tu as quand même quelqu'un, on peut facilement vérifier si quelqu'un est scam ou pas. Oui, et puis c'est aussi ça, je pense, avec les réseaux sociaux, en tout cas, c'est de montrer que tu as quand même une expertise sur un domaine et après pouvoir le proposer aux gens. Donc, Et effectivement, là, tu parlais de quelque chose, tu payes donc soit les 15 € les coûts de production ou soit avec ton temps. Et au final, dans la vie, c'est ça, je voudrais conclure avec ça, c'est que soit on paye avec son argent ou soit on paye avec son temps. C'est les deux seules manières avec lesquelles on peut payer. C'est vrai. Et c'est pour ça, les amis, que moi, je vous incite à créer du contenu, essayer de... Mec, t'as donné tellement de tips, genre créer son... Parce que là, c'est ce qui était différent, c'est que c'était plus en rapport avec des objets physiques, avec la création, avec du matériel. T'as parlé de comment mettre en vente les produits qu'on pouvait créer, comme des tasses, où il y a des gens qui travaillent du bois chez eux, peu importe. Et c'est une vision vachement différente. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup, mec, c'est un plaisir. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt, quoi.